Hop là. Alors, tac. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir poser toutes vos questions, parce que l'objet de ce webinaire va être vraiment de répondre à vos questions, on n'a pas préparé grand-chose, si ce n'est l'envie de répondre à vos questions. Vous avez un onglet en bas qui s'appelle Q et R pour questions et réponses. C'est bien sur cet onglet-ci qu'il faut poser vos questions. N'hésitez pas, c'est vraiment l'objet de ce webinaire. On est là pour répondre à vos questions. Et évitez de les rentrer dans l'onglet converser. Par contre, n'hésitez pas à échanger entre vous. Vous êtes déjà 117 là, à être inscrits, enfin à être connectés. Donc voilà. Alors, pendant qu'on attend que les gens commencent à poser leurs premières questions et que les derniers se connectent, eh ben, on va commencer par se présenter rapidement. Vincent, à toi l'honneur. Bonjour à tous, je suis Vincent Pourtant, je suis Energy Manager chez Citron. Ça fait quelques années déjà que je fais ce métier. Ce métier, c'est un nouveau métier et on peut le synthétiser de la manière suivante. On réduit les coûts relatifs à la consommation d'énergie d'une entreprise, d'un bailleur, d'une collectivité. Et puis, on fait en sorte de respecter les réglementations qui sont inhérentes à l'énergie. Et il y en a de plus en plus, notamment avec ce décret tertiaire. En plus, on limite l'impact environnemental. Alors, ça fait, on est vraiment dans le cœur de l'actualité. Et alors, moi, je m'appelle Vianney Rasquin, je suis le fondateur de Citron et votre humble serviteur, surtout sur les sujets du décret tertiaire, sur lequel que j'affectionne particulièrement. Alors, juste, on va commencer du coup la session questions-réponses. Vous êtes aujourd'hui 130, un peu plus, 132 là, à l'heure actuelle. Je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre que l'onglet pour poser ces questions, c'est l'onglet Q et R, sur lequel, du coup, avec Vincent, on va pouvoir du coup lire toutes vos questions et vous y répondre. Hop. Alors, rapidement, avant de commencer à répondre à vos questions, on s'est présenté nous, mais on va aussi présenter l'entreprise Citron. Donc, Citron, c'est ce qu'on appelle une PropTech, donc une société assez jeune, on a moins de 10 ans, qui est aujourd'hui composée d'une cinquantaine de personnes et qui s'appuie sur du digital pour accélérer la transition énergétique. Pour ça, on s'appuie sur deux offres. Notre première offre, qui est aussi notre métier historique, c'est le conseil en efficacité énergétique. Donc, c'est ce que vous voyez en bas avec écrit expert en transition énergétique. Donc, chez Citron, il y a une quinzaine d'énergie managers, d'ingénieurs conseils en efficacité énergétique, comme Vincent, qui du coup vont réaliser des prestations intellectuelles, soit ponctuelles, soit récurrentes, comme des audits énergétiques, de l'énergie management, du suivi, de l'AMO, etc. Notre deuxième offre, qui est un peu plus récente, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille sur ce sujet, c'est de l'édition de logiciels. On édite le logiciel Citron Énergie, qui est une plateforme web de management des consommations énergétiques. En fait, il y a quelques années, quand on a pris un peu de recul sur notre première activité, le conseil, on s'est dit assez simplement, en fait, le conseil, c'est 3 choses. C'est collecter de l'information à travers des plans, des factures, des contrats, etc., en échangeant avec nos clients ou en instrumentant des bâtiments. C'est analyser ces informations pour restituer des recommandations. Et quand on s'est dit ça, on s'est dit que ces 3 piliers-là étaient en fait automatisables. La collecte d'analyse, on entend parler de technologie big data, d'objets connectés, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut de plus en plus automatiser et pour des prix moins en moins élevés. La partie analyse, c'est toutes les technologies d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle l'algorithmie, c'est ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, etc. Et quand on parle de restituer des recommandations, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de restituer des recommandations à travers des outils digitaux. Ça peut être des systèmes d'alerte, de rapports automatisés, des tableaux de bord, etc. etc. Donc, quand on a fait cette prise de recul sur notre métier, on s'est dit qu'on allait le digitaliser autant qu'on pouvait en automatisant du coup ces 3 étapes. Et donc, cet outil, Citron Énergie, cette plateforme web Big Data, c'est donc un logiciel accessible par Internet qui est utilisé soit par nos énergie managers, soit par les énergie managers de nos clients, soit par des partenaires type bureau d'études, property manager, etc., qui veulent apporter une couche de valeur à leurs clients en proposant aussi du conseil en efficacité énergétique. Voilà. Alors, je vois que les questions commencent à arriver. Il y en a maintenant une trentaine. On est 143 à être connectés, 31 questions, 144 personnes. Ça continue à évoluer assez vite. Donc, on va attendre encore 2 petites secondes en faisant un petit retour sur le décret tertiaire. Ça répondra peut-être même à certaines questions. Et après, on passera directement aux réponses aux questions.
Alors, le décret tertiaire, ce qu'on appelle décret tertiaire, c'est en fait une succession de réglementations, une succession d'articles de loi et de textes de loi qui aboutissent aujourd'hui à une réglementation qui est très présente puisqu'elle arrive là de manière, enfin, elle est actuelle. Cette réglementation, elle a commencé à voir le jour en 2008 quand les membres de la Commission européenne se sont rassemblés et se sont dit, voilà, on a un impact qui est mauvais sur notre environnement, il faut qu'on se donne des objectifs pour limiter cet impact. On a appelé cet objectif pour lequel ils ont voté les 3-20. Et cet objectif, c'était de dire on va réduire de 20% les consommations de gaz, les émissions de gaz à effet de serre, on va réduire de 20% les consommations d'énergie et on va augmenter de 20% la part du renouvelable dans le mix énergétique. Et tout ça, on va le faire avant 2020. On aurait pu l'appeler les 4-20 d'ailleurs, voire les 5-20. En France, ça s'est concrétisé l'année suivante par ce qu'on a appelé les Grenelles de l'environnement. Donc en 2009 et en 2010, on a eu le Grenelle 1 et 2, pendant lesquels on s'est dit d'abord, on va transformer l'objectif européen en objectif français en disant nous, on va réduire de 38% de consommation d'énergie. Et l'année suivante, on s'est dit que pour pouvoir atteindre cet objectif, on allait tout simplement imposer des travaux d'amélioration des consommations énergétiques dans les bâtiments, qui est le premier poste de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, dans un délai de 8 ans à compter de 2012, pour laisser, le temps aux responsables de ces patrimoines immobiliers de s'adapter et le temps de faire les travaux. Le problème, c'est que passe par là une crise financière internationale, un changement de gouvernement en France, etc. Et on n'a pas de nouvelles de ce décret tertiaire avant 2017, où on a une première version d'un texte de loi qui sort pour annoncer les modalités d'application de cette obligation de travaux, mais elle sort bien trop tard par rapport à l'objectif de 2020 et du coup, elle est retirée. C'est suite au changement de gouvernement du coup qu'une nouvelle loi est proposée à travers la loi Elan, son article 175, où on commence à préciser cette obligation en disant voilà, les entreprises, les propriétaires ou les locataires, et les locataires des bâtiments vont devoir réduire de 40% leur consommation avant 2030. Donc, on repousse un petit peu l'échéance, mais c'est pour tout simplement mieux la mettre en place. On augmente un petit peu aussi l'objectif en disant que avant 2040, ça serait 50% et avant 2050, ça serait 60%. Mais à nouveau, on dit qu'un décret va venir présenter les modalités d'application. Ce décret, il met beaucoup moins de temps pour sortir. Il est apparu en juillet 2019. Et ce décret, il indique qui, donc propriétaire et locataire, de bâtiments de surface tertiaire de plus de 1000 m2 de surface de plancher, doivent réduire leur consommation, soit en atteignant de manière relative, en atteignant un objectif de consommation qu'on va définir par rapport à une année de référence, soit de manière absolue, en calculant la consommation considérée comme l'équivalent d'un bâtiment neuf bien entretenu. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur seuil. Derrière, l'arrêté méthode en 2020 est sorti pour préciser un certain nombre de modalités d'application aussi. Et maintenant, c'est le tour des arrêtés valeur absolue, donc les arrêtés modificatifs, qui viennent préciser justement les formules de calcul pour pouvoir définir cette valeur seuil. Voilà. J'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser Vincent répondre un peu aux questions. Du coup, les questions, elles sont ici. On va les prendre dans l'ordre. Okay. Vas-y, Vincent. Allez. Donc, première question. Cette question, elle est sur le cas du preneur à bail et du propriétaire. Est-ce que les deux parties doivent déclarer chacun ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule déclaration? Alors, dans tous les cas, sur un bâtiment qui serait donc multi-occupant, il faut faire autant de déclarations que d'entités fonctionnelles qui assurent le bâtiment. Cette déclaration, elle peut être soit faite intégralement par le propriétaire, enfin, ces déclarations peuvent être faites entièrement par le propriétaire, ou alors le propriétaire peut déclarer uniquement les consommations qui incombent et les locataires peuvent déclarer uniquement leur périmètre. Quoi qu'il arrive, il y a une déclaration par occupant. Et il va y avoir du coup nécessairement, si jamais c'est le propriétaire qui déclare pour tout le monde, il va y avoir nécessairement une transmission d'informations entre les occupants locataires et le propriétaire, ou même le property manager d'ailleurs, qui pourrait être responsable de cette déclaration. Il y a aussi la possibilité évidemment que le propriétaire répartisse les consommations des parties communes entre les différents occupants et que chacun fasse sa déclaration et que le propriétaire ou le property manager n'ait pas de déclaration à faire. Alors, question suivante. Joanne nous soumet un cas pratique que je lis en même temps, que je découvre en même temps que vous. Sur une même parcelle cadastrale, nous avions deux bâtiments alimentés par des points de livraison différents.
dont la surface totale en 2019 était inférieure à 1000 m², donc non concernés par le décret tertiaire. Nous avons fait des travaux sur l'un des bâtiments, augmentant la surface totale, plus 1000 m² maintenant, dont la livraison a été faite à l'été 2019. Le site est désormais concerné par le décret tertiaire. Alors oui, du coup, ce n'était pas une question, c'était une affirmation, mais je suis d'accord. Enfin, en tout cas, je partage votre analyse. Vous êtes dans la situation… Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous dites. Déjà, si vous faites des travaux et que vous passez un seuil de 1000 m², vous devenez éligible au décret tertiaire, c'est une certitude. L'autre point qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a une parcelle cadastrale et des points de livraison différents. Alors là où c'est assez intéressant, c'est que c'est la définition d'une unité fonctionnelle quand on est sur un site avec plusieurs bâtiments. Comment est-ce qu'on décide que plusieurs bâtiments se regroupent en une seule entité fonctionnelle, ou est-ce que plusieurs bâtiments constituent plusieurs entités fonctionnelles différentes? Alors, on peut s'appuyer sur 3 critères. Vous en avez cité 2, c'est les PDL, les points de livraison, donc les arrivées d'énergie, la surface cadastrale, la parcelle cadastrale, pardon, et un troisième, ça serait l'adresse. On n'a pas de jurisprudence sur laquelle s'appuyer pour définir ce que c'est que réellement une entité fonctionnelle. Chez Citron, on est parti du principe qu'une entité fonctionnelle, c'est une somme de bâtiments qui regroupe au moins 2 de ces critères sur 3. Donc, je répète les critères. Les arrivées d'énergie, est-ce que chaque bâtiment a son arrivée d'énergie ou est-ce que c'est une arrivée d'énergie pour tout le monde? Est-ce que chaque bâtiment a son adresse ou est-ce que c'est une adresse pour tout le monde? Et est-ce que chaque bâtiment a sa surface, sa parcelle cadastrale ou est-ce que c'est une parcelle cadastrale pour tout le monde? Alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire, René, on parlait de bâtiments qui maintenant feraient plus de 1000 m², ou en tout cas après 2019 vont faire plus de 1000 m². Quoi qu'il arrive, le décret tertiaire, il part du principe que tous les bâtiments vont être assujettis. Donc, ce n'est pas parce qu'un bâtiment arrive demain, est livré demain qu'il ne sera pas assujetti. Au début, effectivement, on était sur les bâtiments qui étaient avant 2019. Quoi qu'il arrive, tous les bâtiments vont être embarqués dans le décret. Et même, j'ajoute un petit cas particulier où il y aurait une surface qui, en 2018, ferait plus de 1000 m², mais qui passe en dessous des 1000 m². Eh bien, malheureusement, enfin, heureusement, ça dépend des points de vue. Vous êtes toujours assujetti au décret tertiaire jusqu'à donc 2050. Ouais. Alors, question suivante. Alors, je vois juste que des personnes posent des questions dans la partie conversée. On va y répondre, mais essayez de poser les questions plutôt dans la partie Q et R, questions-réponses. Juste en bas, vous allez voir, il y a 2 boutons. Essayez de plutôt les poser à cet endroit-là, ça nous facilitera la vie. Alors, deuxième question. Lors d'un webinaire précédent avec le ministère, il a été brièvement évoqué le fait de renseigner les sites par numéro de siret ou sirène. Or, souvent dans les collectivités territoriales, nous avons que 2 ou 3 sirets différents, regroupant plusieurs bâtiments et non pas un siret ou sirène par bâtiment. Quel impact cela peut-il avoir? Avez-vous des informations sur ce sujet? Je n'ai rien trouvé. Alors, déjà, juste purement théoriquement, un petit récapitulatif. Le siret ET à la fin désigne souvent un bâtiment et un sirène EN à la fin désigne souvent une entreprise. Donc, effectivement, une entreprise, par exemple, Citron, on a plusieurs bâtiments, et bien on va avoir un numéro de sirène qui va être composé de 9 chiffres et de plusieurs numéros de siret qui vont être composés de 14 chiffres. Et les 9 chiffres de ce numéro de siret seront toujours les chiffres de notre numéro de sirène. Alors, effectivement, pour les collectivités territoriales, ça change un petit peu parce que cette codification n'a pas été pensée tout simplement pour elles. Et je dirais même que pour d'autres, ça change encore plus. Par exemple, un ministère n'a pas de numéro du tout. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, la déclaration est envisagée avec 3 types de données, des données bâtimentaires, et des données administratives et des données de consommation. Et dans les données administratives, il faut déclarer des sirènes et des sirènes. Alors, pour les collectivités, clairement, c'est un sujet sur lequel réfléchissent les équipes opéra de l'ADEME, qui est de se dire comment on va faire pour les personnes qui n'ont pas de sirène et sirène. La réponse n'a pas encore été trouvée par ces personnes-là, en tout cas pas la dernière fois qu'on a échangé avec elles. Et donc, dès que j'ai la réponse, je reviendrai vers vous. Je vais noter le nom d'ailleurs. Mais aujourd'hui, personne n'a la réponse. Il faut qu'ils trouvent un truc intelligent. Ok, on enchaîne. La consommation de référence CREF est-elle calculée à partir des consommations brutes ou des consommations corrigées du climat de l'année de référence? Alors, vous, quand vous renseignez votre consommation de référence, vous la renseignez de manière brute. Par contre, cette consommation de référence, elle est calculée, elle est corrigée du climat. En fait, pour pouvoir la sélectionner, cette année de référence, il faut utiliser les formules qui sont trouvées dans l'arrêté méthode et qui permettent justement d'annuler l'impact climatique. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Quoi qu'il arrive, les formules sont
assez simple. C'est juste qu'il faut quand même beaucoup de données pour pouvoir les mettre en application parce qu'il faut des DJU, il faut des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on utilise ces formules et on corrige notre consommation de la rigueur climatique avant de sélectionner cette année de référence. Sinon, on ne pourrait pas se rendre compte de si on a beaucoup ou pas beaucoup consommé. Donc, c'est bien corrigé du climat. Et effectivement, la plateforme Opéra le fait elle-même, la plateforme Citron Énergie aussi. Donc, ça permettra de définir son année de référence de manière simple et rapide. Alors, une question d'un spectateur anonyme. Qu'est-ce qui se passe si le propriétaire ne nous répond pas? Eh ben, comme dans toute obligation conjointe, si vous avez des difficultés à échanger avec la personne qui est également contraint avec vous, eh ben, il faut constituer un dossier qui vous permettra de vous défendre le jour où on vous le reprochera. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter cette personne-là. Alors, d'abord, de manière simple, par mail ou par téléphone. Et puis, si vous n'avez pas de réponse sur vos questions, eh ben, passer à une méthode qui est un petit peu plus officielle, en envoyant une lettre par recommandé avec accusé de réception, en proposant une façon de faire, en proposant une ligne directrice et un projet décret tertiaire, une répartition des rôles. Et si vous en recevez, vous n'avez toujours pas de réponse, eh ben vous envoyez une relance, deux relances, trois relances. Et puis, une fois que vous aurez tous ces éléments-là, faites-le de votre côté, faites les déclarations que vous pouvez faire de votre côté. Et préparez-vous le jour où vous avez une relance à pouvoir transmettre ce dossier de manière la plus simple possible en disant voilà, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai pas eu de réponse en fait, quoi qu'il arrive, il y a des rôles qui vont être définis entre propriétaire et locataire. Ça, c'est votre interprétation, mais il y a quand même des règles de base qui sont définies en disant le propriétaire théoriquement est censé agir sur les équipements nouveaux et sur le bâti. Et théoriquement, le locataire est quand même censé agir sur l'exploitation active et la sensibilisation des usagers pour réduire ses consommations. Donc en fait, si vous agissez déjà sur ces deux leviers, vous avez un plan d'action qui le justifie. Le jour où on viendra toquer à votre porte parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous aurez votre plan d'action. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait cette action. Et donc, vous justifierez, si vous voulez, du plan d'action que vous avez mis en place. Ok, on a une question sur une extension de bâtiment. Donc, un site possède plusieurs bâtiments, dont certains inférieurs à 1000 m², et une extension construite après le 23 novembre 2018. Alors, je vois qu'on nous pose la question du 23 novembre 2018 plusieurs fois. Il faut avoir en tête une chose. Le 23 novembre 2018, déjà, c'est la date du permis de construire. Donc, il y a assez peu de bâtiments qui sont sortis de terre entre la date du permis de construire du 23 novembre 2018 et maintenant. Et quand bien même ça serait le cas, je vous conseille, effectivement, il y a un vide juridique qui fait qu'il y a certains bâtiments qui sortent un peu de la réglementation comme ça. Attention, le prochain arrêté modificatif va justement faire en sorte d'annuler ce vide juridique. Parce qu'il n'a pas du tout été prévu comme ça. En fait, il est tout simplement lié au fait qu'une des réglementations est sortie plus de X mois avant cette date et que du coup, on ne pouvait pas les prendre en compte. C'est quelque chose qui va être modifié. Donc, comptez pas. Effectivement, il y a un vide juridique auquel le ministère va pallier. Donc, je vous conseille très fortement de ne pas considérer cette date en tout cas pas de construire une ligne directrice en vous basant sur cette date. Puisque ça va changer. De toute façon, tous les sites vont être embarqués. Tôt ou tard, tous les sites qui respectent en tout cas l'usage tertiaire vont être embarqués à partir du moment où ils font plus de 1000 m². Donc, voilà. L'extension, oui, elle va être bien entendu prise en compte dans le périmètre. Vous allez la renseigner sur Opérat. Même si au cours de l'année 2025, vous avez une nouvelle partie du bâtiment, à ce moment-là, vous la déclarez simplement sur Opérat en changeant la surface. Et si vous avez une extension neuve, j'ai envie de vous dire que c'est bien parce que c'est comme une action de performance énergétique. Probablement qu'une extension neuve, elle aura un bon coefficient de performance parce que récente. Et donc, nécessairement, elle va faire tirer votre indice de performance moyen sur le site vers le bas. Donc, c'est bien de le prendre en compte. Ouais. Alors, question suivante. On parle de la même chose. Je possède sur la même unité foncière des bâtiments récents et anciens. Puis-je panacher année de référence et valeur absolue? Alors, d'abord, la question, c'est l'entité fonctionnelle. Est-ce que sur cette unité foncière, on considère du coup, est-ce qu'on peut la considérer comme un seul site? Une fois qu'on la considère comme un seul site, vous n'avez qu'une seule année de référence pour ce site. Vous pouvez considérer qu'un site, quand il a des bâtiments, plein de petits bâtiments qui le constituent, ils sont considérés au sens de la réglementation comme des lots dans un seul bâtiment. Donc, on est bien sur une année de référence globale pour l'ensemble. Alors, juste le seul cas où il peut y avoir plusieurs années de référence sur un site, c'est le cas où il y a plusieurs occupants et
à ce moment-là, s'il y a vraiment une utilisation différente du bâtiment par zone, on peut faire plusieurs années de référence, dans le sens où de toute façon, cette consommation est corrigée de la rigueur climatique. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Oui, tout à fait. J'avais en tête, effectivement, Vincent, tu fais bien de me reprendre. J'avais en tête le cas d'une mono-occupation, mais oui, effectivement, si vous êtes en multi-occupation, chacun peut faire sa déclaration et donc déclarer son référence. Alors, bonjour, ne sachant pas si nous sommes supérieurs à 1000 m², modalité de calcul des surfaces. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes personnes? Non. Bah, du coup, je comprends pas la question de sachant pas. Si, c'est la même. Je sais pas. Bon, on va répondre à la question qu'on peut comprendre. Ne sachant pas si nous sommes supérieurs à 1000 m², quelles sont les modalités pour calculer cette surface? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Normalement, c'est la surface de plancher qui fait foi. On peut avoir aussi la surface utile brute, mais quoi qu'il arrive, il faudra faire intervenir une personne accréditée pour calculer votre surface si vous ne la connaissez pas. Un géomètre. Un géomètre. Ok. Pourrais-je changer de méthode dans le futur entre valeur absolue et valeur de référence? Oui. Mais ça voudrait dire que votre valeur, enfin en fait, ça a peu de sens. En fait, l'idée, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous renseignez une année de référence. Quoi qu'il arrive. Vous avez deux objectifs qui vous sont attribués. Vous n'en avez pas un, vous en avez deux. Donc il y en a un qui sera peut-être que la valeur absolue sera à 30%, peut-être que la valeur relative sera à 40%. Vous allez vous orienter vers ce qui est le plus proche de vous, vers l'objectif le plus simple à atteindre. En fait, à aucun moment on choisit notre objectif. On va juste s'orienter simplement et logiquement vers le plus proche de nous. En fait, Opera va nous donner deux objectifs. Et donc vous avez répondu. En fait, en fait, il y a du sens pour la notation écotertiaire. Le premier objectif, si jamais c'est qu'on appelle la consommation par rapport à l'année de référence, vous aurez atteint la réponse réglementaire en faisant 40% par rapport à l'année de référence avant 2030, mais vous n'aurez pas les trois feuilles écotertiaires. Donc, vous pouvez après, derrière, aller vers le deuxième valeur absolue, le deuxième objectif qui est la consommation en valeur absolue, pour atteindre le décret tertiaire. Je vois qu'on nous fait une remontée sur le fait qu'on n'entend pas très bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Vous avez du mal à nous entendre? Parce que avec les masques, on s'est équipé d'un micro pour essayer d'y pallier, mais non, a priori ça. Non, alors on nous entend bien. Alors je pense que la personne qui nous entend pas bien, il faut peut-être regarder plutôt de votre côté. A priori ça viendrait de chez vous. Okay. Alors on continue. Dans une industrie, faisons-nous le distinguo entre les bureaux administratifs et les bureaux liés à la production. Ces derniers sont aussi pris en compte par le décret. Alors, si on parle de bureaux, on va parler d'une seule et même, au final, surface tertiaire. Les différentes zones tertiaires vont s'additionner. Et donc, effectivement, on ne fera pas le distinguo entre les bureaux administratifs et les bureaux de production. Maintenant, vous avez mentionné QSE et R&D. Donc, si vous avez des laboratoires de R&D qui sont dédiés à la production et qui sont sur un site industriel, ces bureaux peuvent être sortis du périmètre tertiaire parce qu'ils sont in fine à destination secondaire ou primaire. Donc voilà, on peut les sortir. Je continue. Pour les situations de locataires propriétaires, comment vont fonctionner les déclarations? Est-ce que chacun va créer son compte? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas de règle unique. Globalement, ça va se passer. Enfin, il y a plusieurs façons de répondre à ces questions. La première chose qui peut être le premier cas de figure, ça serait un bâtiment mono-occupant. Donc, c'est le locataire qui va faire la déclaration puisque c'est lui qui a toutes les consommations. Donc, c'est lui qui a les infos. Donc, il va faire sa déclaration et le propriétaire n'aura pas de déclaration à faire. Ensuite, il y a le cas de la multi-occupation qui est un peu plus compliqué où là, vous avez plusieurs locataires dans un bâtiment. Et donc, dans le cas de multi-occupation, il peut y avoir une situation où il y a des consommations communes, ce qui est quand même très souvent le cas, ne serait-ce que pour l'éclairage, par exemple, des parties communes, et le cas où il n'y en a pas. Alors, si on est sur un cas où il n'y a pas de consommation pour les parties communes, là, globalement, chacun peut faire sa déclaration dans son coin ou chacun peut envoyer au property manager ou au propriétaire les données pour que lui les déclare, mais il le fera en précisant à chaque fois quelle entreprise est à quel endroit. Sur la multi-occupation, quand on a une consommation commune, soit liée au chauffage collectif, soit liée aux parties communes, enfin, je sais pas, l'éclairage des parties ou autre, là, on va avoir une répartition de la consommation
Alors avec une clé de répartition qui peut être surfacique, qui peut varier d'un bâtiment à l'autre. Et cette clé de répartition va servir à répartir du coup les consommations des parties communes ou même des parties privatives quand il s'agit de chauffage collectif à l'ensemble des occupants. Et dans ces cas-là, et dans cette consommation, après derrière sera déclarée en même temps que la consommation des parties privatives, on va dire des usages privés des parties privatives comme l'éclairage des parties privatives, donc chacun avec son compteur. Et là, cette déclaration du coup sera faite par les occupants, preneurs à bail locataires. Du coup, la prochaine question, elle rejoint un petit peu ce que tu disais, Vianney. Le problème principal pour l'application du décret tertiaire à activité multiple et ne disposant d'aucun sous-comptage spécifique, que faire dans ces cas-là, surtout quand le client n'a ni la volonté ni les moyens d'installer des moyens de sous-comptage. Effectivement, la répartition par tantième, c'est ce qui s'impose comme la solution la plus adaptée à votre problématique, surtout quand vous avez un seul point de livraison. Après, c'est vrai que l'idéal, à terme, c'est d'installer du sous-comptage pour la déclaration, tout comme pour la performance énergétique. Quoi qu'il arrive, les économies sont fort nécessairement au rendez-vous si vous les suivez, ces sous-comptages. Alors là, on est dans le cadre d'activités multiples. Je pense que, ça dépend comment on entend activité multiple. Si vous entendez activité multiple, tertiaire, non tertiaire, ou que des activités tertiaires au sens c'est des occupants différents, là Vincent a répondu pour le sens occupant tertiaire différent. Si vous êtes sur un usage multiple, vous allez avoir et que vous souhaitez du coup répartir les consommations entre industrie et tertiaire ou entre logement et tertiaire par exemple. Là, vous avez trois possibilités. La première, c'est le sous-comptage. C'est évidemment la plus précise, la plus simple et ça vous offre aussi des outils d'analyse pour détecter les actions de performance. Donc, on encourage plutôt à ça. Et puis maintenant, le temps de retour sur investissement du sous-comptage peut être assez rapide parce qu'il y a des plateformes interopérables comme Citron qui peuvent récupérer des sources de données très, très hétérogènes. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le sous-comptage ponctuel. Donc, c'est un ingénieur en efficacité énergétique comme Vincent qui va se déplacer sur un bâtiment et qui va l'équiper de petits boîtiers qui font cette taille-là, qui chez Citron s'appellent les Plug and Watch. On les a développés il y a une petite dizaine d'années maintenant et c'est même ce qui nous a permis de nous lancer au lancement de l'entreprise. C'est donc un instrument qui va servir à répartir par zone et par usage les consommations électriques. Et donc, si vous le regardez dans la réglementation, je crois que c'est dans l'arrêté modificatif, il est précisé que vous pouvez utiliser ces trois moyens. Le premier, le sous-comptage. Le deuxième, c'est ce type de boîtier, ce type de technologie de répartition, de sous-comptage ponctuel, on pourrait dire ça. Et donc, quand je dis ponctuel, c'est en général quand même sur une période d'une semaine. La troisième possibilité, ça va être de faire une simulation adaptée. Donc là, volontairement, le ministère a voulu laisser une possibilité assez large. On peut entendre derrière ça simulation thermique dynamique, on peut entendre pas mal de choses. Globalement, ça sera à la jurisprudence d'accepter ou pas ce que vous avez fait. Donc, les bureaux d'études pourront vous proposer des choses et en fonction de ça, les sociétés de conseil comme Citron aussi d'ailleurs, pourront vous proposer des choses pour vous dire qu'est-ce qui semblerait adapté ou pas en fonction de chaque bâtiment. Mais globalement, le sous-comptage, ce n'est pas une obligation. Il y a trois possibilités. Le sous-comptage classique, comme on l'entend, le sous-comptage ponctuel et une simulation cohérente adaptée. Alors, le dispositif d'action de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prend en compte les consommations d'énergie facturées et affectées par répartition. Ainsi, seules les énergies renouvelables autoconsommées ne sont pas comptabilisées dans les consommations d'énergie puisqu'elles ne sont pas facturées. Est-ce donc bien le cas lorsqu'il s'agit d'autoconsommation collective où l'électricité ne serait pas facturée à partir d'une source de production? Alors là, je vais répéter la question. Est-ce bien le cas lorsqu'il s'agit d'autoconsommation collective où l'électricité ne serait pas facturée? Exemple, une commune qui autoconsomme sur plusieurs bâtiments à partir d'une unique source de production. Alors oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut, en fait, vous avez donné également la réponse et je vais confirmer ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que aujourd'hui, dans le décret tertiaire, on prend en compte en fait que la donnée qui est issue du distributeur ou du fournisseur. Donc en fait, si cette donnée-là elle ne vous est pas facturée, à aucun moment elle peut être comptabilisée dans le décret tertiaire. Donc si c'est une autoconsommation collective, que ce soit de l'électricité, du thermique ou autre chose, dans ce cas-là, c'est pas facturé et donc c'est pas comptabilisé. Attention, lorsque dans beaucoup de situations, vous avez des panneaux photovoltaïques ou des outils de production d'énergie renouvelable. Si cette énergie est réinjectée dans le réseau, elle n'est pas autoconsommée.
vous vous retrouverez à du coup pas en bénéficier. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une étude d'autoconsommation pour pouvoir justement voir à quel pourcentage on pourrait autoconsommer cette énergie pour éviter d'avoir à la faire repasser par le réseau. Ensuite, pour mutualiser, faut-il avoir que des établissements en valeur absolue ou en relative ou il peut y avoir un risque? Alors, sur la mutualisation, donc c'est quand on a un patrimoine immobilier de plusieurs bâtiments ou plusieurs sites, en tout cas plusieurs entités fonctionnelles, et qu'on souhaite faire passer un bâtiment sur lequel on aurait fait, avec beaucoup de guillemets, trop d'économies vers un autre bâtiment. Donc, imaginez que vous êtes à 100, vous devez atteindre 60, vous avez atteint 50, il y a une poche de 10 qui a été économisée, entre guillemets, en trop. Et bien, effectivement, cette poche, vous pouvez la faire passer à un autre bâtiment pour consommer moins. Alors, pour pouvoir savoir comment le fonctionnement de cette poche, ben, je parle volontairement de poche parce que c'est vraiment finalement une réserve, un lieu où vous allez mettre les économies d'énergie que vous allez faire en trop sur un bâtiment pour les remettre sur un autre bâtiment. Donc, on ne va pas réfléchir en pourcentage, on va vraiment réfléchir en kilowattheures et même pondérer de la rigueur climatique. Par contre, le fait que vous ayez des objectifs différents entre valeur absolue sur un bâtiment et valeur relative sur un autre, ça n'a aucun impact. Vous allez avoir un objectif. Par rapport à cet objectif, vous allez faire trop d'économies et c'est cette somme d'économies, du coup, la plus proche de vous, pas forcément la valeur absolue, la valeur relative compte aussi, et vous allez pouvoir du coup vous en servir. Alors bonjour, j'aimerais s'il vous plaît une précision concernant la notation avec les feuilles. Je ne comprends pas trop la notion de fuseau enveloppe ni le cas de la feuille grise. Je vais sortir un petit visuel qui est en fait le texte de loi pour que vous puissiez. J'ouvre le texte de loi. Hop. En fait, l'idée, c'est de vous montrer le visuel pour que vous l'expliquiez à partir de ça. Ça sera donc dans la doc réglementation, décret tertiaire, arrêté modificatif. Très bien organisé, tout est là. Hop, par contre, si je n'ai pas ouvert le bon texte, si j'ai ouvert le bon texte, je suis assez sûr de moi là. Hop, je reviens faire un partage d'écran. C'est ici. Hop là. Alors, vous devez là voir mon écran. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur le dernier arrêté qui est paru. Il date du 17 janvier 2021. Alors, ce qui est intéressant à voir pour le calcul de cette grille de notation, c'est ce petit schéma. Ce petit schéma, on va pouvoir voir que la première feuille grise, c'est quand on est au-dessus de sa consommation de référence. Donc, vous allez déclarer une consommation de référence. C'est pour ça que Vincent disait tout à l'heure, quoi qu'il arrive, vous devez déclarer une consommation de référence. Donc, une année pleine d'exploitation, donc 12 mois glissants sur entre 2010 et 2020 ou jusqu'à mai 2022 pour les bâtiments qui sont rentrés en utilisation après le 1er janvier 2019. Donc, cette consommation énergétique de référence, vous allez la déclarer sous forme de date, vous allez déclarer ça sous forme de consommation énergétique et ça va constituer la base en kilowattheure par mètre carré et par an. Cette consommation de référence, on va considérer que si la consommation a augmenté depuis, vous serez dans cette petite feuille grise. Ça, c'est facile à comprendre. Ensuite, si vous avez atteint non pas votre objectif réglementaire qui est soit calculé en valeur absolue, soit calculé en valeur relative, mais si vous l'avez atteint en valeur absolue et seulement si vous l'avez atteint en valeur absolue, vous aurez 3 feuilles vertes. Là, on a fait les deux plus faciles. Ensuite, il va y avoir les 3 intermédiaires qui sont un petit peu plus techniques, où on va réfléchir à la pente qu'il y a entre la consommation de référence à l'année que vous avez déclarée comme étant votre consommation de référence et votre objectif en valeur absolue en 2030. Donc, imaginez qu'ici, vous soyez sur votre année de déclaration, donc peut-être 2015, et ici en 2030, eh ben, il y a une courbe qui va représenter votre consommation énergétique dans le temps et une tendance qui va être dessinée entre elles. Et si on s'éloigne de plus de 10% dans le mauvais sens par rapport à cette tendance, on va avoir une feuille jaune. Si on reste à plus ou moins 10% sur cette courbe de tendance, donc en gros, vous avez une diminution de vos consommations énergétiques qui est linéaire dans le temps. Eh ben, vous allez avoir une feuille verte. Si vous allez un petit peu plus vite, ou même beaucoup plus vite, mais si vous allez avoir que vous réduisez à moins de 10% par rapport à cette courbe de tendance les consommations énergétiques, eh ben, vous serez à 2 feuilles vertes. Et donc, 3 feuilles vertes, c'est l'atteinte de la valeur absolue. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je recherche les questions. Elles sont ici. Voilà. Alors, comment faire pour saisir nos consommations sur Opera dans une industrie lorsque nous n'avons pas de compteur dédié au locaux tertiaires? Alors, on a déjà partiellement répondu à cette question. Je vais y revenir dessus, hein, mais en soi, si vous avez pas aucune donnée, aucune information sur combien peut consommer vos parties tertiaires, un audit spécifique avec des mesures ponctuelles ou plus longues, couplé à une simulation thermique dynamique si besoin, sera forcément nécessaire. Il va falloir reconstituer en fait ces consommations-là et on va pouvoir, d'ailleurs c'est l'arrêté modificatif qui précise, on va pouvoir justement reconstituer ces consommations pour l'année de référence. Alors, les locaux de type gare, station de métro sont-elles assujettis au décret tertiaire? Oui, tout à fait. Bonjour, nous installons une centrale photovoltaïque sur une université. L'électricité sera autoconsommée par le bâtiment. Est-ce que la quantité d'énergie autoconsommée fera partie de l'énergie déduite du décret tertiaire, même si l'université n'est pas propriétaire de la centrale? Tout à fait, puisque elle ne sera pas facturée cette énergie. Donc, nécessairement, elle ne fera pas partie du. Le mot-clé, c'est autoconsommation. Voilà. Parce que ça sort de la facturation. Encore. Si un site regroupe plusieurs activités, laboratoire plus bureau, un seul compteur principal pour le site. Alors, on a répondu à la question déjà, donc je la fais très rapidement. Globalement, 3 façons de séparer les consommations énergétiques de la partie tertiaire, de la partie non tertiaire. 1, sous-comptage, donc pérenne. 2, sous-comptage ponctuel sur une semaine. Et 3, simulation adaptée, simulation qui est validée, on va dire, par un bureau d'études ou une société de conseil. Les zones d'archives d'un bâtiment de bureau doivent être considérées dans un usage dédié pour le calcul du CAPS hors bureau. Alors oui, mais juste le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'archive, la catégorie archive, elle n'a pas encore été sortie dans les valeurs absolues. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas encore cette valeur absolue-là, mais effectivement, je pense que ça fera partie d'une activité, d'une catégorie d'activité. Et donc, effectivement, il y aura pour le calcul de la valeur absolue, il va falloir tenir compte de cette zone-là. Ouais, je vérifierai, j'ai un doute sur le fait que ça soit sorti ou pas. C'est pas stockage sec ou stockage Alors, aujourd'hui, c'est stockage refroidi. Il n'y a que le stockage refroidi qui est sorti, c'est-à-dire moins 5 degrés ou 5 degrés. Et il n'y a pas de stockage tout court? Il n'y a pas de stockage tout court. Ok, bonjour, vous êtes parfait, merci beaucoup. Ensuite, sur un bâtiment vacant depuis 2 ans, avec un changement de propriétaire récent et des travaux prévoyant le changement d'usage, comment procédez-vous lorsqu'il est impossible d'avoir l'historique de consommation d'énergie pour calculer l'année de référence et que les informations, heures d'occupation, etc., indispensables pour calculer le seuil en valeur absolue, sont encore inconnues? Alors, un bâtiment vacant n'est pas. Alors, d'abord, pour parler du bâtiment vacant, le bâtiment vacant n'est pas exempté de déclaration, ni même de réduction de ses consommations énergétiques. Par contre, quand un bâtiment est vacant, on va considérer qu'il a des indicateurs d'intensité d'usage à 0. Et donc, ces indicateurs d'intensité d'usage qui vont avoir un impact direct sur la consommation sur une partie de la consommation, vont faire que le bâtiment va normalement consommer beaucoup moins et on va considérer que cette consommation anormalement basse, enfin normalement basse plutôt, mais inhabituellement basse, est justifiée et du coup, ça sera pris en compte de cette manière-là. Du coup, quand il est impossible d'avoir l'historique des consommations énergétiques, et ben, ça malheureusement, on a des ingénieurs et des data managers qui font ce qu'ils peuvent pour remonter dans le temps les données pour aller chercher les données de consommation sur l'historique, mais parfois on ne peut pas, et même souvent, on ne peut pas remonter jusqu'à 2010 parce que tout simplement les données, même données qui vont permettre de justifier, même si on avait un tableur ou un truc dessus, on n'a pas les données qui vont permettre de justifier les consommations qu'on va déclarer, on n'a pas des documents qui vont permettre de justifier. Du coup, on ne remontera pas jusque-là. Du coup, il faut être conscient que quand on cherche des données d'historique, on remonte toujours au moins de 2 ans parce que sur 2 ans, on va avoir les données du distributeur, on va avoir les données du fournisseur. Toujours 2 ans, souvent 5 ans quand on s'appuie sur une plateforme comme Citron qui est capable d'aller récupérer automatiquement pas mal de données. Au-delà, ça devient difficile, souvent possible, mais
2010, enfin remonter de 10 ans, je ne crois pas que ça nous soit déjà arrivé. Remonter de 10 ans, non. Après, voilà, parfois il y a des archives qui stockent quelque part. La seule manière, c'est juste d'être en relation avec la bonne personne ou alors avoir du temps pour aller chercher dans ces archives-là. Ouais. Après, il faut faire surtout le travail à la main d'aller extraire toutes les données de consommation. Donc, c'est un travail long, rigoureux, mais qui peut être vraiment nécessaire si vous avez réhabilité votre bâtiment en 2012. Ça peut vous éviter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'investissement. Donc, ça peut être un travail à faire. Alors là, on est sur les questions sur le décret Bax, elles sont hyper intéressantes, mais comme on a encore beaucoup de questions sur le décret tertiaire et que c'était le sujet, on va faire la même chose, mais pour le décret Bax. Donc, je les laisse un peu de côté pour le moment. Calcul CAPS bureau, donc la consommation en valeur absolue, la valeur seuil dont on parle depuis tout à l'heure pour des usages de bureau. La surface par poste doit-elle inclure les zones de circulation, accueil, etc. Il n'y a pas de précision formelle là-dessus. Honnêtement, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, la surface par poste, ce qui a été donné par l'État sur cette surface, c'est 15 mètres carrés par poste, ce qui est une surface élevée. Donc, je pense effectivement qu'on tiendra compte des surfaces de circulation. Sinon, 15 mètres carrés, ça mais du coup, il faut que vous les intégriez dans les surfaces que vous allez déclarer, qui sont déclarables, qui elles sont des surfaces bureau flex office, bureau partagé, bureau open space, etc. Donc, il va falloir intégrer ces zones de circulation qui sont de la surface de plancher à l'intérieur des surfaces que vous avez déclarées, en considérant globalement que le couloir qui est à côté d'un open space, il fait partie de l'open space. Alors, bonjour. Pour un site industriel, comment estimer la consommation gaz allouée à un bâtiment tertiaire lorsqu'il n'y a pas de surmontage? Ça rejoint la question à laquelle on a répondu précédemment. En fait, il n'y a pas d'autre choix que de faire une simulation thermique dynamique, puisque je suppose que vous avez du process dans votre industrie qui nécessite justement du chaud. C'est très compliqué. Donc, il n'y a pas d'autre choix pour moi que de faire une simulation thermique dynamique pour reconstituer justement la consommation. Alors, qu'en est-il des écarts entre les noms figurant sur les points de livraison des fournisseurs et les réels propriétaires locataires? Alors ça, c'est une grande question. C'est justement le rôle de nos data managers qui reconstituent justement l'architecture et les plans de comptage qui peuvent nous être donnés. Globalement, les points de livraison fournisseurs peuvent arriver sur le propriétaire ou sur le locataire. Globalement, il faut faire une vérification quand on a des doutes. Donc, on peut observer des doutes quand on observe ses consommations sur un outil comme Citron Énergie qui nous amène à faire des vérifications physiques. La seule façon de faire, c'est de regarder le numéro physiquement sur le compteur. Si jamais pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur les factures, par exemple, si jamais il n'y a pas de doute, on n'ira pas jusque dans ce niveau de détail-là. En tout cas, pas pour la majorité de nos clients qui ont quand même pas mal de bâtiments. En fait, sur le bas, vous déclarez les points de livraison et puis derrière, vous assignez un point de livraison à l'entité qui la consomme. Donc, c'est vous qui assignez ce point de livraison à cette entité-là. Donc, théoriquement, il n'y aura pas de souci. Après, assigner un point de livraison à un compteur, c'est facile grâce à une facture parce qu'il y a écrit le numéro de matricule du compteur sur la facture. Donc, ça permet de faire la connexion entre les deux. Alors, ensuite, quels sont les freins que vous avez identifiés chez les clients dans la mise en place du décret tertiaire? Alors, c'est intéressant. Le premier frein, il y en a plusieurs, ça dépend beaucoup de l'organisation. Selon la taille de l'organisation, il y a d'abord quelle est la personne qui va être référente pour travailler sur ce sujet-là. En fonction de l'organisation, ça peut être quelqu'un qui fait partie de la partie immobilier, de la partie juridique, de la partie services généraux, de la partie technique, etc., etc. Donc, il peut y avoir pas mal. La première étape, c'est d'identifier qui va être responsable de ça. La deuxième étape, ça va être d'identifier le périmètre assujetti. Parce qu'en fonction du périmètre, on va avoir un projet qui va être potentiellement beaucoup plus complexe. Ce n'est pas forcément un nombre de bâtiments, ça peut être les situations juridico-administratives des bâtiments. Multi-occupation, mono-occupation, propriétaire, locataire, copropriété, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une difficulté qui peut être rencontrée. La troisième difficulté qui va être rencontrée, ça va être de collecter toutes les données. En fait, les données, on l'a vu, il y a eu pas mal de questions posées à ce sujet-là. Alors, quand on essaie de le faire à la main et qu'on a plusieurs bâtiments, ça devient très vite un casse-tête parce qu'il y a énormément de données à récupérer en parallèle. Il y a les données de consommation, il y a les données bâtimentaires, il y a les données administratives. Il y a aussi des données qui sont issues de Météo France, si on veut bien choisir son lien de référence, etc., etc. Donc, ces données-là, si on n'a pas un outil automatisé comme Citron Énergie ou comme d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être un vrai frein à l'entrée. Après, nos clients, nous, ont tous Citron Énergie, donc il y a moins cette difficulté.
mais ne serait-ce que dans la collecte des prérequis, il peut y avoir des difficultés pour aller dire voilà, le principe de Citron Énergie, c'est que ça collecte des données auprès des fournisseurs d'énergie, auprès des distributeurs, auprès d'applications tierces comme du sous-comptage, des GMAO, etc. Et ben, c'est identifier quelle donnée est à quel endroit pour pouvoir la récupérer simplement et facilement et de manière automatisée. Aujourd'hui, je pense que les freins qu'on rencontre, c'est surtout sur le travail préparatoire pour justement agréger toute la donnée d'un parc immobilier. On travaille avec des personnes qui ont des centaines de bâtiments. Donc, il faut aller creuser de manière très profonde et puis surtout parfois savoir aussi si j'occupe qu'une partie d'un bâtiment et qu'il y a une autre partie qui est tertiaire, combien fait l'autre partie? Est-ce que je suis assujetti, est-ce que je ne sais pas? Donc il faut vraiment déployer les moyens, une réponse appropriée en fait, si vous voulez, à la problématique. Donc voilà, c'est pour l'instant le gros frein que je… Ouais. Je vois qu'on a laissé passer une question. Comment réaliser la modulation de la consommation de référence en fonction de la consommation en valeur absolue sur un bâtiment où tous les usages ne sont pas intégrés à l'arrêté? Alors, on ne réalise pas une modulation de CREF en fonction de CABS, on réalise la modulation de CREF et le CABS évolue en fonction aussi de son côté. Alors, tous les bâtiments ne sont… Alors, si les usages ne sont pas encore intégrés à l'arrêté, dites-vous qu'il y a encore 2 arrêtés qui vont sortir pour définir les prochains usages. Aujourd'hui, il doit y en avoir, je ne sais pas, une quinzaine. Je pense qu'on a prévu encore 2 autres arrêtés qui doivent sortir avant le mois de septembre, même si on n'en a pas besoin pour faire la première déclaration. Et ces arrêtés, du coup, vont préciser les usages qui nous manquent aujourd'hui. Alors, comment s'appuie-t-on sur un bail vert pour intégrer la répartition des investissements pour les objectifs fixés? Alors déjà, le bail vert, c'est pour tous les bâtiments qui sont supérieurs à 2000 m². Il y a toujours un bail vert, une annexe environnementale. Donc, ce bail vert, c'est déjà un premier pas, mais il ne suffit pas à répondre à toute la problématique décret tertiaire. Et donc, c'est une nouvelle… En fait, ce décret tertiaire, il va bouleverser la relation entre propriétaire et locataire. Et donc, il va falloir se parler de nouveau et probablement modifier votre bail et modifier ce bail vert pour justement intégrer la problématique des critères. Bonjour, j'ai entendu de la part d'Enedis que les gestionnaires de réseau verseraient toutes les données de conso depuis 2010. Tout à fait, pas depuis 2010. Alors par contre, Enedis et GRDF vont effectivement verser automatiquement les données vers Opera. Donc, vous avez la possibilité de vous appuyer là-dessus. Alors aujourd'hui, ça peut être des données qui vont être utilisées pour du contrôle, pour de la déclaration, pour tout un tas d'informations, mais ces données-là, c'est des données brutes, elles ne sont pas retraitées. Donc, la difficulté qu'on va avoir, imaginez, moi ici, je suis dans un bâtiment où il y a 10 locataires, on a une donnée Enedis parce qu'il y a un compteur Linky pour les services généraux, et cette donnée d'Enedis, ils ne pourront pas en faire grand-chose. Donc, en fait, une donnée qui n'est pas traitée, une donnée qui est envoyée directement par Enedis ne peut pas faire office de déclaration. Vous avez besoin, vous, de déclarer vos données de consommation. Donc, je vous confirme le fait que ça soit déclaré. Je ne pense pas, ça ne servira pas à la déclaration. Ça pourra servir à autre chose, comme des contrôles ou autre. Mais c'est tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça ne versera pas les données depuis 2010 parce que tout simplement, Enedis n'a pas forcément les informations depuis 2010. Je pense même qu'ils les ont assez rarement. Donc, ça sera vraiment en fonction du fait qu'ils les aient. Je pense qu'ils laisseront un accès à leurs données à la plateforme Opera, mais sans forcément s'engager sur la durée et la quantité d'historique qui pourra être intégrée. Quid des locataires qui ne seront plus dans les bâtiments en 2030, 2040, 2050? En fait, le décret tertiaire, il va continuer de vivre, peu importe le mouvement des locataires, parce qu'il va y en avoir toujours autant dans les prochaines années. Donc en fait, ça ne change absolument rien. Si vous voulez, le bâtiment reste assujetti avec moins de locataires. Donc il y aura une partie des locaux qui seront vacants peut-être pendant une période. Donc il faudra renseigner sur Opérat au niveau de la densité d'usage. Par contre, les nouveaux locataires qui vont arriver, ou même les locataires qui vont arriver ces locataires qui sont partis, qui vont arriver dans un nouveau bâtiment, ils reprendront en fait la problématique des critères tertiaires antérieure qui a déjà été dans ce bâtiment-là. En fait, ça suit son cours. Ça va avoir un impact énorme pour les propriétaires. La valeur d'un bien va du coup énormément évoluer en fonction de son avancement dans le décret tertiaire. Un locataire, moi je me pose dans la situation d'un locataire. Le jour où je déménage de mes bureaux, je ne vais pas risquer une amende de 7 500 €. Je ne vais pas risquer le name and shame. Je vais me dire, je vais dans un bâtiment dans lequel la notation éco-tertiaire est bonne. Alors peut-être pas 3 feuilles, mais au moins dans les catégories feuilles vertes. Et du coup, forcément, ça va créer une attractivité supplémentaire pour les bâtiments neufs
par rapport aux bâtiments anciens pas rénovés ou pas sans démarche décret tertiaire. Et du coup, les prix des actifs, les prix des bâtiments, donc le prix de l'immobilier tertiaire au sens large, va beaucoup évoluer en fonction de ça. À quelle date aurons-nous accès au dernier tableau de valeur absolue normalement, normalement, ça sera avant le mois de septembre, même si ça n'a pas d'impact par rapport à la déclaration. Par contre, non, pas par contre. On en a déjà un qui est sorti, il y en a deux qui vont arriver pour les prochains usages. La lourdeur du décret tertiaire n'entraîne-t-elle pas déjà une inertie dans la mise en application du décret? Alors, aujourd'hui, l'État essaie de tenir toutes les échéances, même si effectivement il y a eu un report juste pour la déclaration de l'année de référence. On reste quand même sur les mêmes deadlines, donc on reste toujours sur 2030, 2040, 2050, donc les objectifs ne sont pas modifiés. Maintenant, c'est sûr qu'on demande aux entreprises quand même de débloquer des moyens qui sont quand même importants pour mettre en place ce décret. Donc nécessairement, ça met du temps et de toute façon, je pense que ça a été prévu par les législateurs. L'idée, c'est qu'on a fait rapidement mettre en place ce décret. On savait que ça allait prendre du temps à se construire, mais on a quand même déjà une réponse très positive, comme on peut le voir de nos clients qui vraiment prennent la problématique à cœur. Il y aura toujours des retardataires, mais ils prendront le chemin en cours de route avec tout ce que ça peut entraîner comme complication. Ouais. Mais bon, globalement, c'est un petit peu un symptôme, voire un syndrome français. On a une lourdeur administrative qui font que les choses prennent un petit peu plus de temps, mais globalement, je trouve que là, on est quand même sur un sujet qui est en train, une réglementation qui est en train d'avoir un impact énorme sur notre transition énergétique et c'est dans ce sens-là une très bonne nouvelle. Bonjour, est-ce qu'on peut faire un mix entre les deux méthodes pour atteindre l'objectif? Alors, si les deux méthodes, on parle de CABS, consommation à valeur absolue, et CRELA, oui, on peut faire un mix quand on a plusieurs bâtiments à mixer. C'est-à-dire que pour chaque entité fonctionnelle, vous allez avoir la capacité de choisir une année de référence, vous allez avoir l'obligation de choisir une année de référence, et sur chacun d'eux, l'année de référence va se situer un peu au-dessus ou un peu en dessous de la valeur en seuil en valeur absolue, et donc vous allez prendre celui qui vous arrange à chaque fois. Bonjour, toujours pas d'arrêté de valeur absolue pour le secteur de la santé, toujours pas. Mais alors on ne sait pas si dans le prochain arrêté il y aura la santé. J'ai plus la liste exacte en tête. Je sais que c'est en cours de réflexion puisqu'il y a un groupe de travail animé par Marc Leroux sur ce sujet-là. Donc il ne devrait pas tarder à sortir. Surtout, il y a encore beaucoup de catégories d'activités qui sont très attendues, notamment au niveau de la restauration et de l'hôtellerie. Et puis on vous fera probablement un webinaire à ce sujet-là dès que ça sortira. Ouais. Le décret tertiaire s'applique-t-il aux bâtiments neufs? Si oui, dans quelle mesure? Alors, on a répondu à la question un petit peu plus tôt. Attention à ne pas prendre en compte la date du 23 novembre 2018 pour les permis de construire, puisque c'est des bâtiments qui vont revenir dans le champ. Pour l'instant, il y a un vide juridique qui font qu'ils ne sont plus dedans quand la date du permis de construire est antérieure au 23 novembre 2018. Mais ça va re-rentrer dedans, donc ne tenez pas compte pour votre ligne directrice. Mais sinon, les bâtiments neufs sont concernés tant sur la déclaration que sur, alors je ne vais pas dire l'atteinte de la valeur seuil, parce que logiquement, ils y sont déjà un petit peu, mais plutôt au maintien dans la valeur seuil. Et ce n'est pas forcément les bâtiments les plus simples. Alors, je ne vais pas les balancer parce que ça ne serait pas sympa, mais on a des clients qui sont venus nous voir en disant j'ai un bâtiment neuf, dans le cadre du décret tertiaire, il n'y aura pas grand-chose à faire, allez-y, mettez votre outil pour la déclaration automatisée, etc. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément les moins économes, puisque la partie utilisation, comme les gens de manière générale du coup se sentent à l'aise, se disent bon c'est automatique, machin, tout va se faire tout seul, ils sont beaucoup moins sensibles avec le fait de réguler eux-mêmes leurs différents usages. Et du coup, ils ont un comportement qui, même s'ils ont envie d'être, ils n'en sont pas forcément conscients, mais ils ont un comportement qui est moins bon avec le bâtiment. Et du coup, le bâtiment a tendance à pas être utilisé de la bonne façon et du coup à repartir au-dessus de la valeur seuil. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, on a un actif de base qui est très bien, donc il faut mettre un outil de suivi qui va permettre de faire la déclaration, mais aussi de se mettre des alertes quand le bâtiment risque de sortir. Alors, juste pour aller un petit peu plus loin aussi, une autre précision en parallèle, c'est que l'année de référence pour les bâtiments neufs, ça sera la première année pleine d'exploitation. Et même chose, même règle, c'est une chose qui s'applique. Alors, on a quelqu'un qui nous dit que son onglet QR ne fonctionne pas. Il nous pose une question sur les locaux techniques et parking intégrés dans la surface de plancher. Alors, non, les locaux techniques et le parking ne sont pas intégrés pour le calcul de la surface de plancher. Maintenant, c'est-à-dire que si on a un bâtiment qui fait 900 m² plus 200 m² de parking, il n'est pas assujetti au décret tertiaire. Maintenant, si on a un bâtiment qui fait plus de 1000 m² et qui a un parking avec,
le parking va rentrer en fait dans le lot. C'est-à-dire que la surface de parking et les locaux ne comptent pas pour l'assujettissement au décret. Par contre, une fois que le bâtiment est dans le décret, eh ben, on tiendra compte de ces surfaces-là. Question suivante, quelles activités sont concernées dans le type d'activité stockage? Alors, sur la partie stockage, dites-vous que le stockage est une activité tertiaire. Donc, concerner un bâtiment de stockage, comme on en voit régulièrement sur le bord de l'autoroute ou d'une nationale, c'est des bâtiments tertiaires concernés par une obligation tertiaire, que ce soit stockage ou logistique, souvent on utilise les deux mots. Sur la partie stockage industriel maintenant, il y a une petite différenciation. Quand on a un bâtiment industriel, vous allez avoir des zones de stockage qui vont rentrer dans le procédé et des zones de stockage qui ne font pas partie du procédé. Pour les différencier, dites-vous que si ce que vous produisez comme produit fini a besoin d'un moment de stockage, par exemple un moment de séchage, j'en sais rien, j'imagine que quand on fait… je n'ai pas l'exemple là, mais en gros, il y a dans un type de procédé, on va avoir voilà, le compost, très bien, on va avoir besoin d'un moment de stockage, par exemple dans le cas du compost pour faire un procédé chimique de fermentation, et ça va rentrer, ce ne sont pas des zones qui vont rentrer dans les processus, dans un processus tertiaire. Donc, ce n'est pas un processus industriel, c'est considéré comme du tertiaire. Par contre, si en bout de chaîne, une fois que le produit fini est constitué, vous avez un espace de stockage, ou même en amont de la chaîne, parce que vous avez des stockages de produits, de matières premières, là, on n'est pas dans la chaîne de production. Du coup, ça concerne bien c'est bien des surfaces assujetties au décret tertiaire. Alors, juste, encore une fois, je vais juste vous inviter de nouveau à reposer vos questions dans l'onglet QR parce que je vois Bastien qui nous a posé 2 fois la question. Je pense que cette question doit être importante pour lui, donc on va y répondre. Bastien nous dit que dans la FAQ d'Opérate, on ne peut pas utiliser comme une STD comme méthode satisfaisante. Alors, dans le cadre justement de l'année de référence. Alors, ce qui est dit dans la FAQ, en fait, c'est simple, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'une activité tertiaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter, s'il y a 100% de tertiaire, on ne peut pas utiliser une STD comme méthode satisfaisante. Par contre, si on est dans le cadre d'un local industriel où on va reconstituer une partie du local, ce qui est 2 choses vraiment différentes, dans ce cas-là, on pourra utiliser une STD ou toute autre mesure qui sera satisfaisante. Alors attention, effectivement, ce n'est pas le mot STD qui est cité dans la réglementation, c'est simulation satisfaisante. Donc c'est en fonction de la situation. On ne peut pas généraliser le fait d'utiliser une STD. Effectivement, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Il y a 3 méthodes. C'est pour répartir entre usage tertiaire et non tertiaire. C'est le sous-comptage, 2, le sous-comptage sur une semaine, le sous-comptage ponctuel, et 3, une simulation satisfaisante adaptée en fonction de la situation. Donc, il y a des cas où ils vont dire oui, c'est bon, des cas où ils vont dire non, c'est pas bon. Ce n'est pas la chose qui est conseillée de base parce que c'est là où il y a le plus de risques. Et on pourra, en fonction de la jurisprudence, définir, avoir des règles claires. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Alors, juste, après, on peut le débat, mais juste, en fait, un exemple de ce qu'on ne peut pas faire avec une STD, on ne peut pas se dire, voilà, en 2011, j'avais des chaudières qui étaient très anciennes, je les ai changées par du gaz en 2012 sur la condensation. Je ne peux pas utiliser une STD pour reconstituer mon année de référence de 2011. C'est impossible. Par contre, on peut l'utiliser dans le cadre industriel. Alors, on va continuer sur les questions Q et R. Je vous rappelle qu'il y a vraiment 2 endroits pour poser les questions. Un seul endroit pour poser les questions, c'est Q et R. Pour une surface mixte, laboratoire et bureau, si une surface totale est supérieure ou égale à 1000 m², mais que la surface correspondant à la partie bureau est inférieure à 1000 m², doit-on exclure le bâtiment du périmètre? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par laboratoire. Si on parle d'un laboratoire industriel qui est intégré à un process, on doit l'exclure. Si on parle d'un laboratoire et en fait d'une zone de bureau dans laquelle vous avez un outil, c'est cet outil-là et la consommation de cet outil-là qu'on va exclure. Ça dépend du système. Ça dépend de la situation. Donc, envoyez-nous votre situation précise, on y répondra précisément pour vous. Alors, la surface à prendre en compte, c'est la surface de plancher. Et il faut bien entendu qu'elle soit supérieure à 1000 m². Du coup, la question était bien passée dans QR. ça fonctionne, la personne qui vous a posé la question dans… Oui, ouais. Comment estimer au plus juste la consommation électrique d'une partie de bâtiments soumise au décret sur un site industriel avec le même PDL? On a déjà répondu plusieurs fois, j'enchaîne. Bonjour, pour un bâtiment de 1200 m², dont 800 m² de bureau et 400 m² d'usine, est-ce qu'on est concerné?
Si les 400 mètres carrés d'usine, c'est le process industriel et uniquement le process industriel, effectivement, là, on n'est pas dans le cadre du décret tertiaire. Si le bâtiment est aujourd'hui déjà optimisé, il peut être difficile d'atteindre les objectifs ambitieux du décret tertiaire. Y a-t-il un seuil de consommation ou bien l'ensemble des bâtiments de plus de 1000 m² sont concernés? Alors, tous les bâtiments de plus de 1000 m² sont concernés. Et pour rappel, le décret tertiaire, c'est deux objectifs. Un objectif à moins de 40% à l'horizon 2030 et un objectif en valeur absolue. La valeur absolue, ça correspond en fait au seuil de consommation des bons élèves. Donc, on va vous dire, pour votre activité, vous avez comme objectif 110 kWh par mètre carré. Donc, si vous êtes déjà sur cet objectif-là, ou même sur l'un des deux objectifs, on va dire, vous n'avez pas à vous inquiéter pour le décret tertiaire, parce que si votre bâtiment est déjà optimisé, vous respectez déjà ce seuil de valeur absolue. Après, ça reste à prouver parce que ma propre expérience dit que les bâtiments bien optimisés, peut toujours y avoir des choses quand même à aller chercher. C'est pour ça qu'on fait de la mesure ponctuelle, ça peut toujours aider à trouver des idées de préconisation. Alors, on nous apporte une précision sur les 800 mètres carrés, il y en avait 250 de stock aussi, mais en fait, tant que vous n'avez pas le 1000 mètres carrés, alors le stock est bien tertiaire, le bureau est tertiaire, l'industrie, la partie industrielle qui est dédiée au procédé n'est pas tertiaire. Donc là, dans la situation, vous n'êtes pas concerné par le décret. Quelques explications sur la valeur relative et la valeur absolue. Alors, la valeur relative, c'est votre objectif de consommation en énergie finale que vous devez atteindre, qui est calculé par rapport à l'année de référence, donc le moins 40%, par rapport à une année sur 12 mois glissants entre 2010 et 2020. Et la consommation en valeur absolue, c'est la consommation que vous devez atteindre, qui, elle, n'est pas calculée par rapport à une année de référence, mais qui est calculée en fonction d'une équation qui est donnée dans l'arrêté modificatif, qui va définir d'un point de vue juridique la consommation que devrait avoir votre bâtiment s'il était bien entretenu, bien utilisé et récent. Du coup, vous avez la possibilité de choisir entre ces deux objectifs de consommation. Donc, en gros, vous prenez l'objectif de consommation qui vous arrange, celui qui est le plus élevé. Attention, si vous voulez atteindre les 3 feuilles vertes sur la notation écotertiaire, vous devez quand même atteindre la valeur absolue, indépendamment de la notion de valeur relative. Alors, pour le cas d'un site éligible, c'est une très bonne question, mais que nous allons quitter sous 5 ans, devons-nous néanmoins déclarer ou faire un dossier technique de modulation? Alors, pour la première partie de cette question, devons-nous déclarer? Il n'y a pas de débat. Bien entendu, vous devez déclarer ce bâtiment. Pour le dossier technique de modulation, c'est un peu plus tricky parce que vous allez devoir le déposer avant 2025 et donc vous allez partir juste avant. La réponse que je peux apporter, c'est vous allez quitter ce bâtiment, mais normalement, ce bâtiment va être repris par quelqu'un. Du coup, s'il n'y a pas de dossier technique de modulation, c'est-à-dire que nécessairement son coût en termes de décret tertiaire, le coût du bâtiment va forcément augmenter puisque des investissements vont devoir être portés sur le bâtiment. Donc en fait, vous allez valoriser votre patrimoine en faisant ces dossiers techniques de modulation. Ça permettra justement de réduire les objectifs de décret tertiaire. Ça, c'est tout à fait ce que je répondrai dans le cas où vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire, le dossier technique de modulation n'est pas obligatoire, vous pouvez partir comme vous voulez. Mais par contre, c'est le propriétaire qui, lui, va avoir envie de le faire. Ensuite, question de Marie. Comment doivent être calculées les surfaces de référence par rapport au seuil de 1000 m²? Les zones de vestiaire, de restauration sont-elles intégrées dans la surface? Alors, pour votre cas précis, vestiaire et restauration, oui, bien sûr, c'est intégré dans la surface. Et on parle de surface de plancher tertiaire. Donc, la surface de plancher, tu vas peut-être donner une définition plus précise que la mienne. C'est clos et couvert en dessous d'un mètre 80 de hauteur. Juste au-dessus d'un mètre 80, ouais. Au-dessus, pardon, d'un mètre 80. Juste une petite précision là-dessus. Il y a un certain moment où il faut faire preuve quand même de bon sens pour l'interprétation de cette définition-là. Si on a une activité industrielle dans laquelle il y aurait un Algeco à l'intérieur ou alors un vestiaire qui ferait 3 mètres carrés, on ne va pas en tenir compte pour décrire. L'idée, c'est d'avoir une véritable surface tertiaire. Si on a 3 mètres carrés à gauche et 3 mètres carrés à droite au milieu des toilettes, voilà, on ne s'en tient pas en compte. L'idée, c'est d'avoir, si on a un plateau de bureau, là, par contre, pour le coup, ça rentre. Ouais. De manière générale, le bon sens doit être la clé de l'interprétation d'un texte de loi. Surtout quand il est complexe comme celui-ci. Est-ce que si nous mettons des compteurs divisionnaires par bâtiment, cela nous permet de dire qu'il y a plusieurs PDL? Alors, quand on parle de PDL, de point de livraison, on fait référence au compteur non pas divisionnaire, mais au compteur du distributeur d'énergie. Donc, le compteur Enedis, comme le Linky, ou le compteur Gaspard, le compteur GRDF. Du coup, quand on parle de sous-compteur ou de compteur divisionnaire, on parle de compteur privé que vous pouvez acheter chez un constructeur dont vous allez récupérer la donnée pour l'envoyer sur une plateforme. Par exemple, Citron, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Adonis,
Donc, souvent, on installe leurs compteurs pour les récupérer après leurs sous-compteurs, pour les mettre sous les compteurs des PDL que nous, on collecte pour avoir soit du détail pour analyser les consommations énergétiques avec un niveau d'analyse plus fin, soit pour faire une répartition entre une partie industrielle et une partie tertiaire ou une partie logement et une partie tertiaire. Alors, quand un bâtiment assujetti au décret TASA avec un projet d'extension, est-ce que l'extension est assujettie? Donc oui, on y a répondu. Toutes les extensions sont forcément assujetties. Quel est l'impact sur les valeurs de référence? Ça, c'est une très bonne question. En fait, vous allez garder la valeur de référence. D'accord. Donc, si vous étiez à… En fait, il faut bien comprendre, c'est que la valeur de référence, elle se fait par mètre carré. Donc, en fait, vous allez garder cette même valeur de référence. Elle peut juste être appliquée à tout le bâtiment. Donc en fait, encore une fois, je remets là-dessus, mais c'est une action de performance au final que d'étendre ton bâtiment parce qu'il aura un meilleur indice de performance. Donc non, nécessairement, il va tirer l'indice de performance général de tout le bâtiment vers le bas. Et donc ça, c'est une chose très positive. Le propriétaire n'a-t-il qu'à sa charge la déclaration des informations sur ses parties communes? Si c'est le cas, doit-il calculer son ligne de référence pour la consommation des parties communes? Alors non, la consommation des parties communes va être déclarée par les occupants après l'avoir répartie au prorata de l'occupation. Au prorata de l'occupation, ça va être mal interprété ça. Au prorata de la surface, de manière générale. Mais en gros, au prorata pour chacun des occupants en fonction de sa consommation théorique qu'il va avoir. Donc si on est sur une consommation en chaud, il y a plusieurs façons de faire. Soit on va installer des compteurs thermiques, soit on va faire une répartition surfacique avec une clé de répartition surfacique, soit on va prendre la clé de répartition qui est utilisée pour les charges, etc., etc. Il y a plusieurs façons de faire, mais globalement, c'est les consommations des parties communes vont être déclarées par les occupants locataires. Alors, quid des immeubles neufs, donc des bâtiments à énergie positive? Quel plan d'économie d'énergie possible sur un immeuble BIPOS pour 2030, 2040, 2050, qui est par exemple 2022, qui est l'année de référence retenir? Je vais commencer par l'année de référence. C'est la première année pleine d'exploitation depuis que vous rentrez dans le bâtiment. Donc, ici, c'est 2001 mai, on prend 2001 mai. En fait, c'est la première année que vous allez renseigner sur Opérat, elle va être validée comme année de référence. Ça, c'est la première réponse. Si vous êtes à énergie positive, vraiment, il ne faut pas se soucier du décret TASA, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun souci avec ça, puisque en soi, vous allez plus produire d'énergie que ce que vous allez en consommer. Donc, si j'étais à votre place, je ne m'inquiéterais pas trop pour cette problématique de décret TASA. Simplement être sûr qu'au niveau administratif, ce soit bien suivi. Et tout sera bon, en tout cas au moins pour l'objectif 2030. On verra ensuite pour l'objectif 2040-2050, parce que votre bâtiment commencera à vieillir et il y aura de nouvelles réglementations. Ensuite, bâtiment construit après la date du 24 novembre 2018. J'avais cru comprendre que le bâtiment non mis en service en 2018-2021. Alors, effectivement, aujourd'hui, pas assujetti. C'est un vide juridique qui sera corrigé lors du prochain arrêté modificatif. Donc, ne pas en tenir compte pour sa valeur, pour la définition de sa ligne directrice. Alors ça, c'est une très bonne question et d'ailleurs, je n'ai pas la réponse. C'est une année de référence entre mars 2019 et février 2020 et normalement, c'est vrai que dans le dernier arrêté, on dit que 2020 ne peut pas être comme année de référence. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Maintenant, c'est vrai qu'à février 2020, il n'y avait pas encore eu le confinement. Donc, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, pouvons-nous sélectionner une année de référence de mars 2019 à février 2020? Pour moi, oui. Normal. Alors déjà, parce que ce n'est pas en fonction des années, c'est si jamais vous considérez que votre activité n'est pas représentative. Donc, nous, nos bureaux n'ont pas été fermés sur cette période-là, ou en tout cas jamais entièrement. Donc, il y a cette possibilité de potentiellement garder cette année de référence. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Vous avez la possibilité pour les personnes qui ont fermé leur bureau ou leur magasin ou leur surface tertiaire de prolonger l'année de référence en cas d'entrée mise en service début 2019 jusqu'à mai 2022. Donc, soit vous avez votre donnée d'historique, dans ces cas-là, vous piochez avant le confinement, soit vous n'avez pas de données d'historique parce que vous êtes rentré en service en début de 2019, et dans ces cas-là, vous prenez de mai 2021 à mai 2022. Alors, le calcul des objectifs de consommation en valeur absolue se fait-elle automatiquement sur Opéra? Oui, tout à fait. En fait, vous rentrez votre consommation de manière brute sur Opéra, c'est tout ce que vous renseignez. Mis à part toutes les informations patrimoniales nécessaires. Et Opéra va faire effectivement le calcul des deux objectifs qui vous sont attribués, soit CAPS et
répartition relative. Dans le cas d'un bâtiment en multi-occupation, les entreprises doivent-elles poser du sous-comptage si nous avons un compteur général avec une consommation globale du bâtiment? Alors là, vous êtes dans un cas un peu spécifique et en général, de manière générale, d'ailleurs, ne serait-ce que pour payer effectivement ce que vous consommez, moi, je vous conseillerais de faire appel à un fournisseur en point unique qui est capable de faire cette répartition en fonction de la consommation et pas en fonction en fonction de la consommation réelle. Cette consommation réelle, du coup, normalement, à partir où vous êtes en consommation réelle, que ce soit en sous-comptage ou parce qu'il y a un passage régulier dans le bâtiment, vous avez votre consommation réelle et dans ce cas, c'est cette consommation que vous devrez utiliser. Si jamais c'est une consommation globale qui est faite en répartition au doigt mouillé, du coup, je pense qu'il faudra faire la déclaration au niveau du bâtiment dans son ensemble, du coup, le faire par le propriétaire ou par la copropriété. Mais globalement, je pense qu'il y a systématiquement au moins un comptage relevé manuellement dans ce type de bâtiment, dans ce type de point unique. C'est peut-être un truc. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, théoriquement, légalement, refacturer de la consommation au kilowattheure, c'est simplement pas légal. Donc, soit c'est compris dans les charges, soit ça n'est pas. Donc, c'est quand même un point d'attention à retenir, c'est que si on installe du comptage, vous ne pourrez pas, quand il arrive, refacturer vous votre énergie. Donc, il faudra effectivement prendre en compte et faire appel à un prestataire spécialisé comme tu l'as mentionné. Alors bonjour, aux dernières nouvelles, les bailleurs n'auraient plus à déclarer eux-mêmes leur consommation liée aux parties communes. C'est aux locataires de déclarer la consommation privative au code-part de la consommation des parties communes. Confirmez-vous cela? Effectivement, aujourd'hui, donc les consommations des parties privatives, des parties communes, elles vont être additionnées en code-part aux consommations privatives. Ça, c'est ce qui est prévu. Après, ça peut toujours quand même être le bailleur qui peut le faire et répartir uniformément sur chacun de ses occupants la consommation. Ouais. Attention, cependant, ça c'est une donnée, la source, c'est la partie, c'est la plateforme, c'est Opera qui nous a donné cette information-là. C'est donc une information qui n'est pas juridique. Ils ont le droit de changer leur façon de déclarer les consommations à travers leur plateforme. Donc, ça pourra encore changer. De manière générale, de toutes les façons, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place un outil qui va automatiser cette déclaration. Et à partir du moment où cette déclaration est automatisée, que vous ayez une ou 10 ou 1000 déclarations à faire en parallèle, ça ne changera pas. Alors, est-ce que les bâtiments obtiendront un label énergétique suite aux données rentrées dans Opérat? Ça peut être compliqué si le propriétaire fait des efforts qui ne sont pas soutenus par le locataire et vice-versa. Alors oui, effectivement, il y a un label éco-énergie tertiaire qui est prévu. Donc, c'est Yannick qui l'a présenté précédemment avec les différentes feuilles et les différentes couleurs en fonction de votre avancée dans le décret tertiaire. Effectivement, ça peut être compliqué si le propriétaire fait des efforts et le locataire ne le fait pas. Donc, effectivement, au niveau du label énergétique, ça va être un petit peu compliqué d'obtenir un bon si tout le monde ne joue pas le jeu. Par contre, vous, pour votre objectif décret tertiaire personnel, enfin, en tout cas pour la justification de l'atteinte de vos objectifs, si vous mettez en place un plan de travaux, vous aurez de quoi justifier, donc vous ne serez pas sanctionnable aux yeux de la loi. Sur une même unité foncière, une collectivité a plusieurs bâtiments tertiaires, dont des serres, environ 300 mètres carrés, utilisés par la collectivité pour stocker leurs plantations l'hiver. Sont-elles assimilées à de l'activité tertiaire, activité accessoire, et donc cumulable avec d'autres surfaces tertiaires, ou assimilées à de la production d'activités primaires non éligibles? Pour moi, c'est de la production de matières premières, donc c'est non éligible. Une serre est typiquement un bâtiment primaire. Je possède plusieurs bâtiments, puis-je répartir l'effort? Oui, à partir du moment où ces bâtiments sont regroupés dans une même structure, dans un même groupe de structures, comme dans le langage Opera. Donc oui, vous pouvez répartir les forces, comme je disais tout à l'heure. Vous avez une poche d'énergie économisée en trop d'un côté, vous pouvez le renvoyer sur un autre. Alors, est-ce qu'il est prévu un arrêté relatif au data center? Si oui, pour quand? Alors, effectivement, ça, c'est quand même très, très attendu. Ça fait partie des catégories qui sont très attendues par nos clients, par vous tous. Les data centers, on a du mal à imaginer faire 40% d'économie, surtout s'il est déjà un petit peu optimisé. Donc, c'est effectivement, alors c'est pas l'arrêté qui va être relatif au data center, c'est plutôt le data center qui va être une des catégories d'activité qui va être présentée dans un nouvel arrêté. Pour quand? Au plus tôt, on l'espère. Au plus tôt. On peut pas. Alors, on les rédige pas, nous. On fait partie de groupes de travail qui nous permettent de voir un peu leur avancement, mais
c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'effectivement, il y aura le coup de tampon, quoi. Mais assez rapidement, je pense maintenant. L'objectif, c'est avant septembre, de sortir les deux, donc peut-être même bien plus tôt. J'ai de nombreuses bandes de recharge de véhicules électriques sur mon site participant à la faible émission de carbone. Y a-t-il une possibilité d'exclure l'énergie nécessaire à la recharge? Tout à fait, c'est anticipé par le décret. Appelez-nous, on vous mettra en place une solution de sous-comptage adaptée à vos bornes de recharge de véhicules électriques à travers Citron Énergie. Et vous pourrez du coup exclure cette consommation. Et on fera même la déclaration automatiquement vers Opera. Alors, si nous mandatons une société comme Citron, pourra-t-elle remplir la plateforme à la place du locataire et du propriétaire dans le cas de multiples occupations? Alors, si on a le mandat de la part du locataire et du propriétaire, c'est-à-dire un mandat total sur le bâtiment, effectivement, tout à fait, comme vient de le dire Daniel, on va pouvoir faire ce travail. Et on va même le faire automatiquement avec un logiciel adapté. Pour la date du 23 novembre 2018, quel permis de construire faut-il prendre en compte? Le PC initial ou le dernier PC modificatif? Alors, aucun, puisque notre recommandation est de ne pas en tenir compte justement. Alors, dans les détails juridiques, je ne sais même pas, parce que moi, je pars du principe qu'il ne faut pas s'arrêter sur un vide juridique qui va être comblé assez rapidement maintenant. Donc, franchement, je ne sais pas. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas vous arrêter sur ça. Alors, si les bailleurs ne déclarent pas leur consommation, quid en cas de mouvement locataire et de vacances? Alors, si les bailleurs ne déclarent pas leur consommation, déjà, je pense qu'ils vont tout le temps être retoqués. C'est-à-dire qu'on va venir toquer leur porte et leur demander pourquoi est-ce qu'ils pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas la loi? Voilà. En fait, il y a plusieurs bases de données qui vont être croisées pour justement aller chercher les personnes qui ne respectent pas ce décret tertiaire. Les plans cadastraux, les bases de données, les 10, l'IRDF, tout ça. Donc, nécessairement, tôt ou tard, ça finira par arriver. Ensuite, est-ce qu'il faut choisir une référence différente entre l'électricité et le gaz? Non. On additionne les énergies en kilowattheure. PCI, ça? Oui. Bonjour, je ne comprends pas votre réponse sur le fait que tous les bâtiments vont être assujettis. La loi Elan est claire sur le fait que seuls les bâtiments en service le jour de la parution de la loi et passant le seuil de surface sont assujettis. Il est question que la loi évolue, ce sera alors un autre décret et peut-être d'autres modalités. Alors, un arrêté modificatif qui va arriver pour les autres valeurs absolues va préciser que ce sont tous les bâtiments qui sont effectivement assujettis. En attendant, il y a effectivement une date qui est celle du 23 novembre 2018, qui est quand la date de permis de construire, alors je ne connais pas la différence entre les deux permis de construire qui étaient cités tout à l'heure, mais quand il y a mais c'est la date de permis de construire qu'il faut prendre. C'est ce que m'a répondu Marc Leroux, qui est la personne qui a rédigé ce texte de loi. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas prendre en compte cette donnée, puisque ça va être changé assez rapidement. Les surfaces couvertes et non closes sont-elles incluses dans le calcul? Couverte et non close, non, parce que c'est clos et couvert. En quoi votre rôle chez Citron pour la mise en œuvre du décret tertiaire? Alors, le décret tertiaire chez Citron, Citron existait avant le décret tertiaire, mais il se trouve que chez Citron, notre métier a toujours été l'accélération de la transition énergétique des grands patrimoines immobiliers ou des patrimoines immobiliers au sens large. Et du coup, pour ça, on propose deux choses à nos clients. La première, c'est une plateforme web qui va automatiser la collecte des données de consommation énergétique d'un patrimoine immobilier et même va aller jusqu'à automatiser la transmission de ces données à la plateforme Opera. Et l'autre point sur lequel on va vous accompagner, c'est sur des ingénieurs, justement comme Vincent, qui vont être là pour conseiller, faire des prestations intellectuelles comme des audits énergétiques, comme du suivi des consommations énergétiques, etc. pour justement vous dire quels sont les plans d'action que vous devez mettre en place dans vos bâtiments pour pouvoir vous dire où est-ce que vous en êtes au fur et à mesure à travers des schémas directeurs énergie dans la mise en place de votre décret tertiaire, etc. On a un petit problème technique, hop, on remet à charger l'ordinateur. Une ou deux petites secondes. Parce que on dépasse un petit peu l'heure qu'on s'était donné, donc hop, voilà, c'est bon, on a de la batterie. Oui, alors pour déjà, c'est quand même complet. Moi, mon rôle chez Citron, c'est auprès des clients, c'est en gros définir l'objectif. Dans le calcul de cet objectif, y associer un plan d'action pour être sûr qu'on l'atteint. Il te fait un temps de retour sur investissement précis. Choisir entre différents scénarios et chaque année mettre
mettre à jour ce plan d'action. En fait, on va plus loin que le décret tertiaire, on ne veut pas que du décret tertiaire. Il y a des clients qui veulent aller plus loin là-dedans, on n'a pas forcément toujours à le décret tertiaire pour faire de la performance énergétique. Notre prestation en tant qu'énergie management, elle est quand même assez malléable et s'adapte toujours à votre problématique. Donc, il n'y a pas une seule réponse pour l'énergie manager. Il y a en fait une réponse. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, j'étais en train de vous dire qu'en fait, un énergie manager, il doit être créatif, il doit toujours s'approprier la problématique du client, qu'on doit faire un plan d'action pour respecter le décret tertiaire, qu'on doit donner plusieurs scénarios en fait, pour atteindre justement ces objectifs décret tertiaire. On va aller par exemple sur le scénario d'investissement minimal, celui optimal en termes de recettes, et puis celui total où on va faire un maximum d'économies. Ça peut être un exemple. Et ce que j'étais en train de dire surtout, c'est que voilà, la prestation d'énergie management, elle n'est pas arrêtée. On fait beaucoup de choses et on essaie justement toujours de s'adapter à la problématique client pour répondre et pour être sûr justement qu'on atteint les objectifs. Ouais. Globalement, on accompagne nos clients de A à Z. La seule chose qu'on ne fait pas dans le cadre du décret tertiaire, c'est la mise en œuvre des actions. On va vous dire quoi faire, à quel moment le faire, pourquoi le faire. On va faire les transmissions réglementaires, etc. Par contre, on ne va pas mettre en place les actions qu'on va vous préconiser, parce que sinon, on se retrouverait dans une situation où on serait jugé parti et on gagnerait de l'argent sur les conseils qu'on vous donnerait. Donc, c'est une situation avec laquelle on n'est pas à l'aise. Donc, on va jusqu'à faire l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour sélectionner les prestataires qui vont mettre en œuvre les actions. On va jusqu'à la définition du financement, de comment on peut financer avec des subventions, etc., les actions à mettre en place. Mais on s'arrête là. Alors, je suis locataire dans un immeuble concerné par le décret et mes consommations énergétiques me sont refacturées dans les charges d'exploitation. Quelle est mon obligation? Votre obligation, elle est commune avec le propriétaire et tous les autres locataires. C'est-à-dire que en fait, vous êtes simplement assujetti au décret tertiaire. Vous devez mettre en place un plan d'action et effectivement, ça pourra être le propriétaire qui fera la déclaration pour tout le bâtiment s'il n'y a qu'un seul point de livraison. Mais l'obligation reste la même en fait. Il fera moins la répartition des parties, enfin, c'est une consommation commune répartie à l'ensemble des locataires, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça va être juste que votre consommation ne viendra pas du fournisseur d'énergie, mais potentiellement de propriétaire ou de la personne qui est en charge de l'exploitation du site. Alors, pourquoi une seule année de référence sur un site? Quid lorsque certains bâtiments ont plusieurs types, exemple industrie avec plus de 30 bâtiments concernés? Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que, pourquoi? C'est parce que c'est la loi, mais globalement, c'est pas forcément toujours qu'une année de référence sur un site. Si vous avez plusieurs sirènes différents ou plusieurs sirènes différents, vous avez la possibilité du coup de faire une année par entité, une année de référence par entité fonctionnelle. Donc, si vous êtes dans le cas, par exemple, d'un bâtiment où vous n'avez qu'une seule entité fonctionnelle parce qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui a qu'un seul site d'entreprise, donc qu'un seul siret, là, malheureusement, la réponse, c'est un petit peu bête et méchant, parce que c'est la loi. Mais alors qu'effectivement, on pourrait se dire que ça serait justifié d'avoir pour chacun des bâtiments une année de référence différente. Mais globalement, ça revient un peu au même, parce que même si vous vous amusez à faire des années différentes, des années de consommation différentes, vous prenez la moyenne, entre guillemets, la consommation la plus élevée pour l'ensemble de vos bâtiments, globalement, vous aurez le même objectif à atteindre en termes de valeur absolue. Je pense qu'on arrivera à la chose à atteindre. C'est bien la réponse à l'un ou à l'autre des objectifs qui permet de répondre aux exigences du décret tertiaire? Il me semble non. Alors, oui, effectivement, vous avez complètement raison. Je vais juste reformuler. En fait, soit on va atteindre l'objectif qui est plus proche, soit la consommation relative ou la consommation absolue. À aucun moment on choisit. On a les deux objectifs. À partir du moment où on en a dépassé un, c'est bon, on est correct et on est en accord avec la réglementation. Alors, on continue un peu. Ça fait 1h30 maintenant, bientôt qu'on répond aux questions. Donc, on va pas tarder à devoir arrêter, mais on va encore en prendre quelques-unes. Vous étiez 160 pendant le webinaire. Vous êtes encore 100 à l'heure actuelle. On va attendre que ça baisse encore un peu et prendre quelques questions. Bonjour. Dans le cas où il existe un PDL commun pour un bâtiment avec deux activités différentes, tertiaire ou industrielle, appartenant à deux entités différentes, mais à usage tertiaire tous les deux. Il y a tertiaire industriel ou appartenant à deux entités différentes, mais à usage tertiaire tous les deux. Et en l'absence de sous-comptage, quelles sont les solutions pour déterminer la référence de la partie bâtiment concernée? Alors, comme on l'a dit, c'est un sous-comptage, là vous n'avez pas de sous-comptage. Deux, sous-comptage ponctuel, donc vous faites un audit énergétique instrumenté dans lequel on prévoit de déployer du matériel de mesure
qui va permettre de répartir les consommations sur cette période-là et on fera une extrapolation en recollant avec la facture annuelle pour pouvoir déterminer la consommation. Et dernièrement, est-ce que la STD est-elle acceptée? Une simulation, alors ça dépendra des cas. Ce qui est accepté au sens juridique du terme, c'est une simulation suffisante. Donc c'est très large, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut à la fois tout et rien dire. On peut y entendre STD par moment si la STD est suffisante. Donc il faudra qu'un bureau d'études ou qu'une société de conseil vous accompagne pour vous dire si oui ou non ça sera le cas. Cas de la délégation de service public, votre avis sur la déclaration Opéra? Eh ben, quand on est dans le cadre d'une DSP, le DSP pour moi va être assimilé au preneur à bail. Le propriétaire va rester le propriétaire. Donc, quand on est dans un service public, c'est par exemple la mairie qui va rester propriétaire, la ville qui va rester propriétaire. Et le preneur de DSP va être, enfin, de délégation de service public, lui, il va être considéré comme le preneur à bail. Alors, dans le cas où la répartition de l'énergie se fait par pondération à la surface, peut-on se servir des factures imputées pour déduire à la surface la valeur absolue? Alors, la valeur absolue, en fait, en aucun cas, elle fera intervenir les factures. La valeur absolue, elle tient compte en fait simplement de votre activité. Donc, à aucun moment, on aura besoin de se servir de ces factures-là pour calculer votre valeur absolue. Alors, un site comporte une zone de stockage, une zone d'expédition avec convoyeur. Est-ce que la consommation du convoyeur est à prendre en compte? Alors, la consommation de la zone d'expédition est à prendre en compte. Oui, après, quand on dit la zone, enfin, on est d'accord que sur la consommation du convoyeur, on parle de la consommation du bâtiment. Et oui, bien sûr, c'est à prendre en compte, c'est aussi une activité tertiaire. Oui. Pour un site industriel, répartir nos consommations de gaz lorsqu'on a comment ça? Okay, le mot, il y a eu une coquille. Pour un site industriel, comment répartir nos consommations de gaz lorsqu'on a un seul PDL, des dizaines de bâtiments concernés et pas de sous-comptage? Eh ben, vous faites appel à un énergie manager comme Vincent, il va faire une étude sur le site, ça correspondra globalement à un audit énergétique, mais il sera en mesure justement de prendre les bonnes hypothèses, de faire les bonnes mesures pour pouvoir derrière vous dire comment faire. Et même si c'est possible en fonction de la situation, là, il faut regarder, mais même de vous dire quelle est la consommation à prendre en compte. Ok, en cas de non-atteinte des objectifs pour un bâtiment multilocataire, qui sera pénalisé? Bailleur, locataire. Alors, d'abord, ça va commencer par une mise en demeure. Et ensuite, on va étudier votre dossier. On va vous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas atteint votre objectif. En fait, il faut bien comprendre que ce décret, il est accompagnatif, il n'est pas censé être répressif. Donc, en fait, on va simplement regarder vos plans d'action individuels, c'est-à-dire quel a été le plan d'action à l'échelle du bâtiment, quel a été le plan d'action pour le propriétaire, pour le locataire, qui a mis quoi en place. Et donc, on va vous sommer de faire un nouveau plan d'action et de le mettre en place. Et donc, nécessairement, ce plan d'action va devoir intervenir chez les parties qui ont le moins œuvré. Mais en soi, si vous êtes une entité à l'intérieur d'un bâtiment qui avait déjà œuvré pour mettre en place des actions de performance énergétique, si vous avez un justificatif, et d'où l'intérêt du suivi du plan d'action, donc pour justifier les travaux que vous avez faits, vous n'avez théoriquement pas de souci à vous faire. Voilà. Il faut juste être sûr qu'on a bien fait les efforts. Alors, le cas de l'autoconsommation, on l'a abordé, je pense qu'on a répondu à la question. Que se passe-t-il lorsque le locataire quitte les lieux en fin de bail? Rien, c'est le propriétaire qui va reprendre le sujet, enfin qui va garder ou reprendre le sujet. Les chambres froides négatives sont celles assujetties tout à fait. Les stockages de matières premières, toujours, bien entendu, tout à fait, oui. Nous avons la possibilité d'intégrer une centrale solaire d'environ 50 hectares. Comment déduire la consommation énergétique des bâtiments concernés, sachant que cette énergie sera autoconsommée sur le site industriel? Et bien là, il va falloir faire du sous-comptage pour savoir où est-ce que part l'autoconsommation. Alors, je pensais que seules les factures étaient acceptées. La STD peut-être faire foi et remplacer des informations de facture. Alors ça, on a déjà répondu, Ronan. Dans le cadre de l'industriel, pour reconstituer certaines consommations, ça peut être possible. Pour reconstituer par contre une année de référence antérieure, si vous ne disposez pas des factures, ce n'est pas recevable. Bonjour, sera-t-il tout de même possible pour un bailleur de déclarer les consommations des parties communes sur Opéra? Oui. Dans le cas contraire, le bailleur ne pourrait pas faire sa propre déclaration et serait dépendant de la bonne volonté des locataires. Alors, oui, le bailleur va pouvoir faire la déclaration en faisant la déclaration des locataires pour leur compte. Par contre, le bailleur,
pas la jurisprudence, mais je ne pense pas qu'il soit inquiété à partir du moment où il a envoyé un courrier recommandé à tous ses locataires en leur donnant la répartition des consommations des parties communes. Lui aura fait sa part du job. Pour un propriétaire ne devant déclarer que les consommations des parties communes des bâtiments, des valeurs seuil vont-elles être communiquées? Alors attention, les parties communes ne sont pas déclarées par les locataires, par les propriétaires, elles sont déclarées par les occupants, qu'ils soient propriétaires ou locataires, et ces occupants vont déclarer la consommation des parties communes au prorata de leur consommation estimée. Alors justement, c'est une déclaration par occupant. Juste on va clarifier, c'est une déclaration par occupant. Ce propriétaire peut avoir le mandat de la part de l'occupant pour le faire. Et ensuite, il faudra additionner encore une fois ces consommations des parties privatives. Et les valeurs seuil, en fait, elles ne vont pas être à l'échelle des parties communes, elles vont être à l'échelle de l'activité. Donc, on n'aura pas de valeur seuil simplement pour les parties communes. C'est d'ailleurs pour ça que Opera a pris le parti de dire qu'ils allaient faire cette déclaration par entité fonctionnelle, donc par occupant dans le bâtiment. Comment se déclarent les consommations par bâtiment sur Opera lorsqu'il n'y a pas de sous-comptage sur un bâtiment à usage mixte? Donc, c'est les fameux trois possibilités, sous-comptage ponctuel et simulation suffisante. Un site industriel comporte en plus des bureaux et de la zone de production des ateliers de tests et d'essais. Est-ce que le laboratoire de tests et d'essais est intégré au périmètre ou est-ce qu'il faut juste extraire les consommations des machines de test, etc. Bon, on a compris l'idée. En fait, l'idée, c'est que tout le laboratoire, on va le sentir, c'est de l'industriel. Donc, voilà, on ne se pose pas de questions. C'est de la R&D qui est sur un site de production. Il n'y a aucun problème avec ça. Comment justifie-t-on les consommations d'une chaudière bois pour laquelle la fourniture de bois se fait par les services de la mairie, donc pas de facturation? Nous avons en revanche des relevés de compteurs par notre exploitant. Eh bien, prenons les relevés de compteurs par l'exploitant. C'est une bonne idée. Ensuite, comment déclarer la consommation de référence dans le cas où le sous-comptage n'existait pas? Tertiaire industriel. Donc là, je viens de répondre à la question. Bonjour, la partie 2 de l'article 10 de l'arrêté de méthode. Alors là, c'est précis, il faut se concentrer là. Il est dit que le renseignement d'indicateurs d'intensité d'usage fait l'objet d'un test de cohérence comparatif. Il est dit que ce test se fait sur la base d'une valeur approchée de Crelat, prenant en considération la part de la composant use de l'objectif CABS. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait intervenir le CABS et le Crelat. Alors là, comme ça, j'ai du mal à le comprendre aussi. Il faudrait peut-être le texte sous les yeux. Globalement, quand on parle, pour répondre un peu sur les tests de cohérence comparatif, aujourd'hui, on ne va pas. Ah si, en fait, je vois pourquoi il dit ça. Alors, les tests de cohérence comparatif, ils sont faits dans le cadre de l'évaluation de la plausibilité, on va dire, d'un dossier technique de modulation. C'est un peu un oxymore de dire ça comme ça, mais en fait, un dossier technique de modulation, il ne va pas être à transmettre chaque année, à chaque fois que vous en faites un à l'ADEME. Vous allez déclarer une modulation et si jamais l'ADEME via Opera considère via des tests de cohérence comparatif, donc ils vont tester de voir si une isolation sur l'extérieur, ils vont faire des statistiques pour voir l'impact d'une isolation sur l'extérieur sur une école en Ile-de-France et ils vont voir que en moyenne ça fait descendre, ça a un temps de retour sur investissement de 28 ans. Bon, si vous arrivez, vous faites une modulation qui dit mon ITE, mon isolation thermique par l'extérieur, elle a un temps de retour sur investissement brut de 36 ans, c'est supérieur à ce qu'ils ont l'habitude, de ce qu'ils ont calculé statistiquement comme étant cohérent. Et donc, ils vont faire des tests de cohérence comparative. Ils vont dire, attention, votre modulation, elle semble un petit peu trop élevée, trop ambitieuse. Donnez-moi le dossier technique de modulation qui vous a permis de la faire. Et en fait, on va intégrer ça à Crelat et à CABS parce que cette modulation, en fait, quand on module les consommations énergétiques, quand on fait un dossier technique de modulation, on va moduler la consommation que vous devez atteindre, donc CABS ou Crelat, de manière à ce que ça soit revu à la hausse parce qu'il y a une action qui ne peut pas être mise en place. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais ce n'est pas le point le plus facile. Donc, n'hésitez vraiment pas, d'ailleurs, pour cette question, comme toutes les autres, à nous envoyer un mail à contact@citron.io. Vous aurez vraiment toutes les informations. D'ailleurs, on va prendre encore 3 questions et puis après, on va devoir vous laisser parce que
Sinon, on s'arrêtera jamais en fait. Donc Vincent, je te laisse Concernant l'établissement de la consommation de référence sur une unité foncière possédant plusieurs bâtiments. Depuis l'année 2010, plusieurs bâtiments ont été détruits, d'autres construits. La déclaration de l'année de référence se base sur la consommation d'un site à l'instant T avec une surface tertiaire à l'instant T. Lors de la saisie de la première consommation, il suffira d'indiquer la nouvelle surface assujettie. Tout à fait. Je n'aurais pas pu dire mieux. C'est-à-dire que à l'époque, peut-être que vous aviez différentes configurations de votre unité foncière, mais néanmoins qu'elle avait quand même une surface particulière. Si vous êtes sûr d'avoir tous les points de livraison et d'avoir l'intensité d'usage de l'époque, vous pouvez avoir votre année de référence. Et puis aujourd'hui, effectivement, vous renseignerez la nouvelle surface. Et puis demain, quand vous aurez un bâtiment déconstruit, reconstruit, vous renseignerez encore une fois la nouvelle surface. En fait, ça va bouger, mais on gardera toujours quand même cet aspect-là de consommation de référence. Voilà. Dans un bâtiment ayant changé d'utilité au cours de l'année 2019, bureau vers enseignement, sur lequel nous n'avons pas forcément d'historique de consommation, comment est-il possible de définir la consommation de référence ? Si vous n'avez pas d'historique de consommation, ça sera la première année pleine d'exploitation que vous aurez à déclarer. Donc le fait que c'est changé de bureau vers enseignement, ça ne change pas grand-chose. Au final, c'est juste que CAMS va changer. Par contre, niveau de l'année de référence, vous prenez la première année que vous avez. Allez, c'est une dernière question. Adrien Lafont, vous êtes l'heureux élu. Bonjour, s'il vous plaît, quand sont censées tomber les premières amendes en cas de non-conformité, 7 500 € bailleurs et tous les locataires? Alors, ce qui va se passer en 2030, c'est qu'on va faire le bilan de ces 10 ans et on va déceler donc les personnes qui n'ont pas atteint les objectifs. À ce moment-là, vous allez être contacté par les autorités, on va vous mettre en demeure de rédiger un plan d'action et dans les 2 mois, je crois qu'il faut faire ce plan d'action-là. Et derrière, il va falloir exécuter ces actions. Et l'année d'après, vous aurez donc mis en place ces actions-là et on va suivre. Et donc, forcément, les sanctions vont tomber dans les années qui vont suivre. Ce ne sera pas pile à 2030, ce sera nécessairement dans les années qui vont… Oui. Ou même suite à la première… là, on parle de travaux, ou même suite à la première déclaration 2021, il n'y aura pas d'amende en 2020. Enfin, d'un point de vue légal, ils auraient le droit de vous en mettre, mais je ne pense pas que des amendes tombent en 2021, puisqu'il va y avoir alors déjà tout le process légal de mise en demeure, etc. Et puis surtout, ils ne sont pas du tout dans une démarche répressive, comme disait Vincent tout à l'heure, ils sont plutôt dans une démarche d'accompagnement. Donc je pense que la première année, les personnes qui sont dans un état d'esprit de faire, il n'y aura pas d'amende, ils vont juste aider à faire, mais ils vont mettre d'amende au démarrage. Juste une petite précision, c'est que le législateur n'exclut pas, s'il n'y a aucune réponse, si on voit qu'à l'échelle de la France, ça ne répond pas bien aux décrets tertiaires, n'exclut pas de changer de catégorie d'amende et de passer sur quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit lorsqu'il est intervenu dans un de nos webinars. Voilà, cette amende de 7 500 €, elle peut bouger, elle peut monter d'un créneau et on peut aller beaucoup plus loin voilà. Sachant que ce n'est pas la seule sanction, il y a aussi la notation éco-tertiaire et le name shaming sur les murs de l'État. Ouais. Alors, on n'aura pas répondu à toutes les questions, il en reste encore une cinquantaine. Mais bon, il y en avait 150, on a répondu à une centaine de questions. On ne va pas vous laisser tomber les personnes qui ont posé des questions, on va y répondre. Simplement, je vais vous demander de nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse et de répéter votre question. Vous faites un copier-coller dans un mail. On prendra le temps, on demandera à nos experts d'y répondre et d'envoyer un mail à chaque fois. Donc, envoyez un mail à contact@citron.io, contact au singulier @citron.io. On prendra vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. Mais là, ça fait plus d'1 heure et demie, on a un autre rendez-vous qui s'enchaîne derrière, etc. C'est un peu plus compliqué de tenir. Et puis, les personnes qui ont posé les questions qui ont répondu sont peut-être même déjà plus là, puisqu'on n'est plus que 65 en ligne sur les 160 qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire. Merci. De votre participation. Je vois qu'il y a pas mal de remerciements. D'ailleurs, Xavier de Périfem, merci aussi à toi, Xavier, de ta participation. Merci à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.